Bonsoir à tous. Si vous voulez bien vous asseoir, on ne va vraiment pas tarder à commencer. Quel silence. Il en manque une. Non, ça va arriver. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir à une première édition du Prix du Livre monté par Heart Leadership University. On est absolument ravis de vous avoir ce soir. J'espère que vous aurez plein de bonnes surprises et de découvertes dans cette soirée. Je vais faire un petit mot d'accueil court, puisqu'on va donner toute la place ce soir au pouvoir des livres. Donc, je suis Hélène Le Thénault, beaucoup me connaissent. Je suis présidente de l'association d'intérêt général Heart Leadership University. Et on s'est dit en faisant cette soirée qu'on allait faire presque un anti-festival. Vous avez remarqué que vous n'avez pas fait la montée des marches de Cannes, mais la descente de l'escalier ce soir pour venir au Comète, pour une soirée assez atypique dont on doit l'existence à un monsieur qui s'appelle Jean-Noël Thorel. Donc Jean-Noël Thorel est entrepreneur, créateur des marques Bioderma, Institut Estéderm, et d'une entreprise qui maintenant s'appelle Naos, grand groupe de dermocosmétiques. Donc j'accompagne Jean-Noël depuis plus de 6 ans désormais dans l'aventure philanthropique de Jean-Noël, puisqu'il a donné tout son capital à une fondation actionnaire qui s'appelle le Fonds dotation Thorel. Et cette fondation a eu l'envie et l'idée, mais il y a maintenant 6 ans, de créer une association, Heart Leadership University. D'où notre présence ce soir. Et Jean-Noël avait une conviction, une intuition qui était au XXIe siècle, il est grand temps de révolutionner les imaginaires et les pratiques du leadership. Il y a plusieurs façons de faire ça. Une des façons de faire ça, c'est de réinventer une université indépendante d'esprit, indépendante financièrement. Et Jean-Noël parraine une passion pour les livres qu'on va partager ensemble ce soir, et une référence culte que vous connaissez tous, Le Petit Prince, et une fameuse citation qui est parfois un peu éculée d'ailleurs, qui est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Donc, muni de cette inspiration fondatrice, on a créé depuis 1 an, on a fabriqué un prix du livre pour dirigeants. Donc, tout de suite, je vais un peu démystifier la soirée. Ceci n'est pas une soirée de prix littéraire. On ne va pas nécessairement récompenser le livre le mieux écrit, avec le style le plus fou ou avec le scénario jamais vu. On va sélectionner puis récompenser des livres qui sont à mettre dans toutes les mains de dirigeants d'entreprise. Donc, c'est en soi atypique comme prix du livre. Et donc, cette soirée autour du pouvoir des livres va se décliner en plusieurs étapes. Donc, ce prix du livre pour dirigeants, de la parole d'un collectif inédit d'acteurs que vous allez découvrir dans 15 minutes, qu'on a rassemblé autour du berceau de cette première édition. Une réflexion en partage sur le pouvoir des livres, avec une question: est-ce que les livres sont des leviers pour une économie au service du bien commun, ou pas ? Ou autre chose. Et puis, un moment, bien entendu, de découverte de la sélection, de remise des prix à 3 lauréats et un coup de cœur du jury, et un temps festif de célébration du pouvoir des livres avec un cocktail, et cerise sur le gâteau, une librairie temporaire animée par la rue de l'Échiquier, où vous pourrez faire dédicacer les ouvrages des lauréats ou en emporter pour les mettre sous le sapin de Noël. Alors, avant de se lancer dans la sélection des livres et la cérémonie en tant que telle, on va commencer par un voyage à travers les livres, grâce aux livres, pour réfléchir aux livres pour dirigeants. Donc, je vous ai concocté un petit voyage. On est le soir ici à Paris, on va partir en tour du monde rapide. On n'a pas le temps de faire un tour du monde complet, bien sûr. Et puis, on va dézoomer, c'est pour ça que je vous ai mis Gulliver, on va prendre un peu de champ. Donc, pour prendre un peu de champ, rien de tel que se mettre un peu dans l'espace, ici. Et si on était au-dessus de nous, au-dessus de Paris, on verrait peut-être ça, Paris éclairé, et on se dirait, il y a des gens qui sont assis là dans cette salle ce soir, tous ensemble. Qui sommes-nous? Donc c'est le fameux « qui suis-je » ? Où cours-je ? Et dans quelle étagère ? Bon. Alors, c'est une boutade pour vous dire que ça ne fait pas de mal de prendre un petit peu de recul sur son existence de temps en temps, de dézoomer dans l'espace, et quand on essaye de rezoomer ensuite, de venir regarder de plus près ce qui s'y passe ici précisément ce soir, ou ce qui se passe à Paris, et qu'est-ce qu'on voit au microscope, eh bien, on va atterrir depuis l'espace et on va tomber, et parfois on va tomber de haut. Bon, quand on tombe de haut et qu'on regarde de près les animaux de pouvoir au microscope, eh bien, on va tomber sur des références d'ouvrages absolument passionnants que je vous recommande chaudement. Un de Jared Diamond, que ici certains connaissent comme auteur très fameux pour Effondrement, mais Jared Diamond a aussi écrit Le 3e chimpanzé, qui mérite d'être lu,
sur l'animal humain, quelque part. Et puis un autre ouvrage absolument excellent également, qui est Biologie du pouvoir de Jean-Didier Vincent, qui est un must sur la compréhension justement des animaux de pouvoir. Donc ça, c'est un peu une photo à l'instant T au microscope de ces animaux de pouvoir, mais si on se remet dans une perspective historique un peu plus longue, HLU travaille depuis 1 an sur la biologie du leadership dans une logique de biologie évolutionniste. Est-ce qu'au XXIe siècle, on est en train de voir émerger une nouvelle génération de leaders, y compris biologiquement ou pas? Ou est-ce qu'on est toujours proche de l'homme des cavernes, ou du Napoléon guerrier, ou de qui on veut? Quels sont les modèles de leadership et ont-ils une dimension biologique? Et au-delà de cette question, en tant que dirigeant, dans une frise de vie personnelle, comment on exerce son pouvoir? D'où les 2 échelles que vous voyez sur cette frise. Donc après avoir parlé d'espace, on va aussi prendre du recul dans le temps, parce qu'au fond, peut-être que la seule ressource rare, ce n'est pas le pétrole, c'est le temps. Alors, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi du tout. Et donc, pour ce soir, j'ai prévu de vous lire un très court extrait, très bref, de La brièveté de la vie. Histoire qu'on continue un petit peu dans la philosophie introductive. Alors, la plupart des mortels, Paulinus, se plaignent de l'injuste rigueur de la nature, de ce que nous naissons pour une vie si courte, de ce que la mesure de temps qui nous est donnée fuit avec tant de vitesse, tarie de rapidité, qu'à l'exception d'un très petit nombre, la vie délaisse le reste des hommes au moment où ils s'apprêtaient à vivre. Cette disgrâce commune à ce qu'on pense n'a point fait gémir la foule seulement et le vulgaire insensé. Même à d'illustres personnages, ce sentiment a arraché des plaintes. Voilà la vérité, nous n'avons point reçu une vie courte, c'est nous qui l'avons rendue telle. Nous ne sommes pas indigents, mais prodigues. Pourquoi ces plaintes contre la nature? Elle s'est montrée si bienveillante. Pour qui sait l'employer, la vie est assez longue. Mais l'un est dominé par une insatiable avarice. L'autre s'applique laborieusement à des travaux frivoles. Un autre se plonge dans le vin. Un autre s'endort dans l'inertie. Un autre nourrit une ambition toujours soumise au jugement d'autrui. Un autre, témérairement passionné pour le négoce, est poussé par l'espoir du gain sur toutes les terres, par toutes les mers. Quelques-uns, tourmentés de l'ardeur des combats, ne sont jamais sans être occupés ou du soin de mettre les autres en péril, ou de la crainte d'y tomber eux-mêmes. On en voit qui, dévoués à d'illustres ingrats, se consument dans une servitude volontaire. Bon, voilà. Sénèque n'a pas pris une ride. Je vous invite à le lire, alors pas tous les matins, sinon je pense qu'on ne ferait pas grand-chose de la journée. Pour autant, c'est une réflexion sur le temps, et le temps aussi dans le monde économique, et c'est là-dessus que je vais élaborer un tout petit peu avec 2 autres références littéraires. Une première, Lewis Carroll, vous connaissez dans Le Lapin, le fameux lapin d'Alice, le lapin toujours pressé, cette idée de fuite en avant du temps, voilà, de perte d'épaisseur et de maîtrise de son temps. Une autre dans Michael Ende, Momo. Donc un des personnages clés de Momo, c'est les petits bonshommes gris, les voleurs de temps, qui vont voler le vrai temps de vie pour en faire un usage économique. Donc on comprend bien que dans l'entreprise ou dans l'économie, on peut avoir ces 2 tendances, c'est-à-dire la course en avant permanente et le vol du temps d'autrui pour l'instrumenter. Mais il y en a même une troisième qui en réalité est peut-être plus préoccupante encore, c'est ce qu'on appelle tempo nullius, qui est parfaitement décrit par Krasnick, philosophe anglais, dans The Good Ancestor. Par analogie avec Terra nullius, c'est coloniser le futur, c'est-à-dire que notre économie moderne, prédatrice, intense en ressources, colonise le futur et donc mange le temps des générations qui viennent. Une fois qu'on a dit tout ça sur le temps, pour autant, à notre temps, mais aussi hier et encore aujourd'hui, on vit sur des champs de bataille militaires, des champs de bataille économiques, des champs de bataille tout court. C'est pas nouveau. Donc un petit best-of rapide de champs de bataille. Sun Tzu Ping-Fa, l'art de la guerre de Sun Tzu. Guerre et paix de Tolstoï. Mais plus récemment, champ de bataille excellente, BD extrêmement documentée sur les causes et les conséquences du remembrement dans l'ouest de la France, notamment avec la mise en œuvre du plan Marshall, qui a conduit à vendre le machinisme agricole, et donc aussi à raser le bocage et à un nombre de conséquences économiques et sociales colossales. Et puis plus récemment, bien sûr, la bataille par l'IA, excellent bouquin de Kai Fu Lee, AI Superpowers, qui permet de comprendre le duopole américain et chinois dans la guerre par l'IA. Alors, il y a 15 000 sortes de batailles en réalité, ce n'est pas nouveau, mais en tant que dirigeant d'entreprise, la question qu'on peut alors se poser, c'est comment on va se positionner entre guerre et paix. Il y a des guerres entre États, mais il y avait aussi bien sûr de la guerre économique et de la guerre cognitive. Est-ce qu'on va attaquer? Est-ce qu'on va se défendre? Ou est-ce qu'on va essayer de chanter sous la pluie? Mais d'aucuns me diraient, chanter sous la pluie en pleine tempête, c'est pas facile.
Et donc, je vous ai mis une sélection d'ouvrages pour justement réfléchir à cette notion d'attaque ou de défense dans le monde réel d'aujourd'hui. Les tactiques du dragon, écrite par Sandrine Zerbib, qui est de l'ancienne présidente d'Adidas en Chine, qui a documenté les tactiques des entrepreneurs chinois pour mener la guerre. Fahrenheit 451 en version livre ou en version BD excellente, qui vient de sortir, absolument excellent, plutôt d'actualité aussi sur certaines formes de la guerre cognitive, mais pas seulement. Et puis le Cantique de l'Apocalypse joyeuse, qui est un monument de Pasilina, auteur finlandais absolument génial, pour un roman divertissant. Ayant dit ça, une petite citation, se préparer à la guerre est le meilleur moyen de préserver la paix. En ce moment, c'est pas mal, je trouve, comme réflexion. Et donc, ça nous pose la question finalement de notre position de leadership et du style de leadership dont on va faire preuve. Quel est le style de leadership? Quelles sont les qualités du leader du XXIe siècle dans ce monde-là, au milieu de ces batailles? Alors, chez HLU, on s'appelle Heart Leadership. Je vais tenter de le définir à travers 3 ouvrages. Le Heart Leadership, pour nous, c'est une combinaison de 3 aptitudes ou 3 traits de personnalité. L'intuition, notre pouvoir caché, magique, biologique, organique, sensoriel, au service de la perception du monde qui vient et d'une décision plus fine. L'empathie, autre livre de Roman Krasniq, manifeste pour une révolution. Et donc, on a tous de l'empathie naturelle, mais quel usage on en fait dans l'économie réelle? Et le courage, un clin d'œil sur un ouvrage très récent de Clara Dupont-Mono, La confrontation, dont le scénario est une prise d'otage d'une classe d'enfants par Elon Musk. Ça mérite d'être lu parce qu'en fait, c'est une négociation assez trapue d'un négociateur GIGN devant finalement quelqu'un dont on ne sait pas quelle est la finalité transhumaniste ou pas. On ne sait pas si c'est Elon Musk ou pas. Donc je vous invite vraiment à lire ce roman qui est très court et qui est très vraiment percutant, qu'elle définit comme une fable en réalité. Donc intuition, empathie, courage. À travers les livres. Et alors, ça pose là maintenant la question de notre rapport à la lecture chacun. Dans cette salle, j'imagine que vous êtes plutôt des livres-ovores, si vous êtes venus, ou pas. Certains n'aiment pas trop les livres, préfèrent écouter un podcast ou regarder une vidéo, donc on a prévu aussi toutes sortes de formats pour vous. Aussi, parfois par manque de temps. Donc même si on a envie de passer sa vie dans une bibliothèque, on ne peut pas toujours. Et puis, on est face à la déferlante IA. C'est pas seulement l'IA, c'est l'IA plus les réseaux sociaux qu'on vit aujourd'hui. Donc la combinaison des deux challenge la place du livre. Et je dois à Céline Mas, qui est ici présente, une référence et un clin d'œil à l'utilité de l'inutile. Donc on prétend chez HLU que plus ça va, plus on a l'impression d'avoir pris sur rien, et pour autant, plus le livre inutile est utile. Donc on espère que vous allez ressortir d'ici avec des sacs entiers de livres et que vous allez passer plus de temps à lire, parce que c'est furieusement utile. Et que vous serez donc ivre de livres, mais pour autant, il va bien falloir faire des choix, parce qu'on l'a dit, les dirigeants ont peu de temps, et ça a été la philosophie de la création de ce prix, c'est de faire une sélection de ce que nous, on pense être des bons livres à mettre dans les mains de dirigeants. Donc, quel serait le bon livre compagnon pour dirigeants? On s'est dit, est-ce qu'on va récompenser des livres qui vont aider les dirigeants à être les grands champions, qui vont faire échec et mat, et liquider tout le monde? Ou pas? Et donc, est-ce qu'on va faire 3 catégories de prix? Une catégorie de prix, le monde qui vient, avoir la longue vue, gagner du champ de vision. Une catégorie, la boussole du Heart Leadership, le Heart Leadership en pratique. Et une catégorie, poil à gratter, des idées qui dérangent. Ça va? Donc voilà, donc notre philosophie de ce prix du livre, elle est autour de ces 3 polarités. Et ce prix du livre, on l'a monté avec des complices. On a été chercher des complices autour du pouvoir des livres, des complices qui ont de la bravoure, du courage et des complices de cœur. Donc je fais 2 références, une référence à la quête du Graal et une référence au cercle des poètes disparus, parce que ça manque singulièrement de poésie en ce moment. Voilà, donc pour vous dire un petit peu en synthèse, de manière plus formelle, ce prix du livre, c'est pourquoi. Donc parce que HLU, depuis 3 ans, a un programme qui s'appelle Le pouvoir des livres. On a déjà une bibliothèque en ligne sur notre site web, on a des fiches de lecture, mais on a voulu aller plus loin avec un prix. Parce que ce livre, il a un impact, une influence essentielle sur le dirigeant pour comprendre, se projeter, pour s'immerger dans des expériences vécues qui touchent la corde sensible, pour développer ses aptitudes sensibles, pour faire une pause dans un quotidien trépidant, pour apporter de la nuance dans un monde de pensée formaté, bref, pour permettre aussi un échange avec ses parties prenantes. Le livre, c'est le couteau suisse qui vous permet de faire tout ça.
Pour en faire quoi? Ça va être avec vous. Une fois que je vous ai dit tout ça, le but, c'est que vous ayez envie, en sortant, de partager cette sélection de livres pour dirigeants, de partager nos notes de lecture, d'en offrir sous le sapin. Peut-être de partager aussi un travail de recherche sur le pouvoir des livres avec Laurent Paris, qui est un alumni du parcours de Car aux Actes HLU, qui est dans la salle. Je ne t'ai pas vu, Laurent. Si tu es là, il fait coucou. Si certains sont intéressés par la recherche et le pouvoir des livres, vous pourrez vous discuter avec Laurent au cocktail. Bref, vous donnez envie de lire, mais aussi, après avoir lu, d'agir pour passer du cœur aux actes. Alors, on va passer au temps 2. J'ai assez parlé. Et donc, je vais rapidement donner la parole à ceux qui ont contribué à bâtir le prix. Et je vais inviter d'abord des compagnons de la table ronde. La marraine du prix, Alexandra Palt, et Louis Albert. Bienvenue. Alors, installez-vous tous les deux tranquillement. Le temps que vous preniez place, je ne vais pas faire un long discours de présentation de vos longues carrières et de vos profils de dirigeants, parce que j'ai mis un sous-titre, j'ai mis que vous êtes tous les deux aussi des amoureux des livres de façon diverse. Alexandra, tu pourras nous dire ce que tu veux, mais tu es aussi libraire. Et Louis Albert pourra nous dire ce que tu veux. Tu es aussi auteur. Donc, je vous invite chacun à prendre un micro. Et vous avez 5 minutes chacun pour dire ce que vous voulez sur le pouvoir des livres et sur ce prix du livre. Je ne vais pas changer. La parole est aux femmes d'abord. Et moi, j'aime trop quand Mitterrand a fait, il a toujours dit, il ne faut jamais parler avant la fin de la réunion parce que comme ça, on clôt le débat. Mais bon, si j'ai la priorité... donc merci pour l'invitation d'être marraine que j'ai acceptée avec grand plaisir parce que c'est vrai pour ceux et celles qui me connaissent, les livres ont joué un rôle extrêmement important dans ma vie. Les livres que j'ai lus, mais aussi ceux que j'ai pas lus. Donc, et je suis un grand fan du concept japonais de Tsundoku, ou aussi Umberto Eco qui a dit ce n'est pas grave si tous les livres qu'on possède, on n'a pas lu. Même d'être entouré de livres nous rend plus intelligents, plus inspirés et plus aptes à affronter le monde. Donc, je possède beaucoup de livres que je n'ai pas lus. J'en ai lu aussi un certain nombre. Mais je suis allée quand même à un point de vouloir ouvrir ma propre librairie. Donc, j'étais longtemps dirigeante chez L'Oréal. Et je trouvais que les gens ne lisaient pas assez. Et je trouve qu'il y a plusieurs, dans le milieu d'entreprise d'ailleurs, plus que dans d'autres milieux à l'heure actuelle, il y a quand même les grandes écoles qui disent un peu aux gens, en fait, quand vous sortez de la grande école, vous avez toutes les réponses. À partir de là, on est plus dans la maximisation des certitudes que dans l'interrogation. C'est quelque chose que j'ai rencontré beaucoup en entreprise, surtout avec de grands dirigeants. S'ajoute à cela que le pouvoir est toujours isolant. Le pouvoir vous éloigne de la réalité, surtout à un très haut niveau. Le livre n'est pas le seul moyen de se relier à une réalité, mais il est extrêmement important pour rester et s'interroger sur les questions de son temps. Donc, moi, j'ai rêvé que j'étais 12 ans au comité exécutif, donc dirigeante et au comité exécutif du groupe L'Oréal. Et quand je suis partie, je voulais réaliser mon rêve et ouvrir une librairie, chose faite. Mais je dois aussi dire que j'étais tellement fatiguée quand je suis partie de L'Oréal que je pensais que c'était mon projet de retraite. Au bout de 6 mois, je me suis rendu compte, en fait, je ne suis pas à la retraite, c'est encore 15 ans que je vais devoir travailler. Donc, ma librairie, je suis malheureusement qu'un jour par semaine parce que le reste du temps, je dois encore œuvrer. Les livres, aujourd'hui, je crois que ils répondent aussi à une question, pourquoi je suis aussi une grande défenseuse de la littérature. Et après, je vais m'arrêter parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous avez déjà très bien parlé de tout ce que certains livres peuvent nous apporter. Mais je pense aussi
quand on discute aujourd'hui avec le grand public sur des questions qui me préoccupent beaucoup, qui sont la justice sociale, l'écologie, la nature, etc., il y a beaucoup de données scientifiques, il y a beaucoup de mots technologiques. En revanche, imaginez un monde, comment il sera, avec un langage qui fait plus référence à une expérience, à de l'émotion, à des sentiments, est plus difficile. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que ça ne manque pas d'informations, mais aujourd'hui, ça manque de vision. Et pour arriver à cette vision-là, on peut le faire aussi au travers le livre, au travers le roman, la littérature, qui nous apporte cet imaginaire nouveau, dont on a besoin pour imaginer la suite de ce qui... Ça ne veut pas dire que tous les livres qui sont informatifs ce soir ne sont pas importants, ils le sont, mais je pense, grande défenseuse de la lecture de romans pour le dirigeant, et donc je suis ravie qu'il y a aussi ce volet-là, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Alexandra. Merci Alexandra. Alors, moi, on m'a demandé d'être parrain d'une ambition finalement, parce que d'abord faire lire effectivement les entrepreneurs. Je suis un tout petit peu entrepreneur, donc même auteur, mais je dois avouer que c'est mettre les entrepreneurs dans une situation où ils ont une aspiration qui est d'apprendre. Et quand je regarde le Hart Leadership University, je me dis d'être meilleur, d'être plus sage, de répondre à ce qu'on attend d'eux, d'être plus humain. Et je me dis, tout en étant entrepreneur, que s'il faut du temps pour lire, être dans l'entreprise plus humain, c'est un défi qui est questionné au quotidien, aujourd'hui dans la presse. Et je ne sais pas si l'excès de lecture leur permettra d'être meilleurs et de résister à l'opprobre de ce que l'on apprend sur, j'allais dire, ce métier d'entrepreneur vu par la presse. Je le dis parce qu'encore une fois, lire, c'est bien, mais on pourrait faire lire aussi beaucoup de journalistes. Alors, quand on a dit ça, la montagne est haute. Mais en haut de la montagne, effectivement, Jean-Noël Torel est tout là-haut. Il nous a montré que un entrepreneur, avant même de lire ou en ayant lu Le Petit Prince, il a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire qui est plus que le don de soi, mais le don de son entreprise. Et je pense effectivement que certains ouvrages peuvent nous éclairer sur le chemin à prendre. Et quand je pense à la Cordée dont tu fais partie, évidemment, ayant créé cette association, je pourrais dire cette fondation, je me dis que moi-même, le lecteur et l'entrepreneur que je suis s'interroge sur la notion de transmission. Et si la lecture peut nous aider à transmettre dans ce monde particulièrement difficile où il faut faire, comme dirait saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, le nécessaire avant le possible pour un jour atteindre l'impossible qui viendra, je me dis que finalement, c'est un exercice où probablement il faut aussi écrire soi-même. Et ça me fait penser évidemment à, tu m'as dit, dire des choses très personnelles, mais je pense à ma mère qui disait toujours, d'abord mon père qui disait il faut ouvrir un livre et le finir. Évidemment, on est plein de contradictions, on ne finit jamais les livres. Et pardonnez-moi pour ceux qui ont écrit, on a parcouru, et je n'ai parcouru tous, je n'ai pas tout fini. Et ma mère disait les paroles passent et les écrits restent. Et je pense effectivement que c'est un exercice intéressant et j'ai essayé moi-même dans un ouvrage, parce que j'ai un enfant qui a 7 ans, et je me dis, je voudrais qu'il un jour comprenne qui est le métier d'entrepreneur et celui de transmettre des valeurs. Et on parle aussi aujourd'hui de valeurs. Et j'ai pensé, alors tu as cité Sénèque, mais à Lettres à Lucilius, évidemment, c'est 124 lettres. Alors moi, j'ai imaginé 13 lettres. Et pour résumer mon propos, ayant lu tous ces ouvrages avec ces 3 prix, ou ces 3 chapitres, si je puis dire,
je me suis dit, il faut que j'en rajoute 2. Il faut que je rajoute un chapitre qui serait le bout du chemin, l'osium, parce que finalement, c'est quand même important de se dire pourquoi on a fait tout ça, et peut-être l'exprimer en premier. Et puis un autre chapitre, je me suis dit, sur la parole. Car les paroles est d'une violence totale. Du coup, je regarde Jean-Michel, avec qui j'ai fait quelques exercices il y a très longtemps. La parole est devenue violente plus que les écrits, presque plus que les écrits. Et il faudrait apprendre à, non pas parler, mais à comprendre les différentes dimensions de la parole. Et en conclusion, je dirais que ce prix, c'est pour moi comme une forêt. Une forêt, évidemment, qui est constituée de l'invisible, ce qui est dans le sol, des graines, ce qui sort, des plantes pionnières, des arbrisseaux, des arbustes, j'allais dire de la forêt, de la canopée. Et je pense évidemment à la forêt primaire, et ça, c'est presque de la fiction. Aujourd'hui, la forêt primaire disparaît. Et je pense que ce prix, s'il est fondateur, il doit exprimer avant tout l'art de la transmission. Ce qui est pour moi l'exercice le plus complexe. Et tous ces ouvrages que tu nous as cités sont pour moi effectivement certains, je les ai lus, mais certains incontestablement des exercices fondateurs d'une pensée si utile dans un monde qui, l'entreprise, l'est, mais qui est regardé, je le dis en conclusion, non pas pour être triste, mais quelquefois fustigé comme pas utile. Or, l'entreprise, ce sont des hommes, ce sont des femmes, bientôt ce seront des enfants plus grands, et ils ont besoin d'être inspirés. Merci. Merci à tous deux pour ces mots d'introduction. Je vais maintenant inviter mes autres compagnons de la table ronde à me rejoindre. Donc le temps qu'ils arrivent, vous êtes à l'écran, donc installez-vous sur ces 6 chaises. Je vais vous présenter tous un par un. Vous voyez, voilà. Assis avec nous ce soir, vous avez les bleus et les verts. Les bleus sont membres du comité d'orientation du prix. Les verts étaient membres du jury. Certains étaient bleu-vert, voilà, étaient dans les 2 instances. On a volontairement convié autour de nous des personnes qu'on va découvrir juste après, qui ont des profils variés, qui sont tous bien entendu dans le monde économique, puisque je reviens on n'a pas fait un prix littéraire, on a fait un prix du livre pour dirigeants. Pour autant, c'est un kaléidoscope, le monde des dirigeants et le monde de l'entreprise. Donc, on va, avec un petit jeu de portraits autour des livres, vous permettre de découvrir nos membres du comité d'orientation et du jury. On va commencer par Geneviève. Je t'invite à prendre un micro. J'ai pris un micro. J'ai pris le micro. Alors, comme tu es la première, Geneviève, je vais dire une fois la règle du jeu qui est simple. Tu as 1 minute pour nous parler d'un livre qui a changé ta vie, au plan personnel ou professionnel, et pourquoi? Alors, heureusement, elle ne m'a pas posé la question que j'ai préparée. Sans hésitation, Les Racines du ciel de Romain Gary. Premier roman écologique, pour ceux qui me connaissent un peu, ça ne vous surprendra pas, publié en 1956 et qui a eu d'ailleurs le prix Goncourt. Alors, ce livre est assez formidable parce que c'est sur fond de guerre, de décolonisation de l'Afrique. Les racines du ciel sont les éléphants. Et donc, c'est un personnage Morel qui défend les éléphants en coûte que goutte. Mais derrière, en fait, c'est une formidable métaphore de ce qui est à défendre. Ces éléphants ne sont qu'une métaphore, en fait, de l'humanité tout entière. Ils sont encombrants, ils vont partout, ils sont gênants. Chacun projette, on les instrumentalise pour différents intérêts. Et au fond, ils sont le synonyme d'une liberté, de ce qui reste encore de la liberté qui peut devenir anachronique. Et je me dis que ce livre que j'ai lu quand j'étais petite, donc il y a longtemps, devient terriblement contemporain quand on voit que la liberté de l'homme peut devenir encombrante et potentiellement anachronique si on continue à creuser notre tombe cognitive. Merci. Merci Geneviève. Tomber l'ambiance, voilà. Merci.
on peut passer à Olivier Lamarque. Olivier, tu es directeur général du réseau Entreprendre. Même question, un livre qui a changé ta vie, personnelle ou professionnelle? Oui, alors c'est plutôt personnel, mais les deux sont liés. C'est un livre que vous avez certainement vu dans les librairies, qui s'appelle L'histoire de l'art par Ernst Gombrich, qui date aussi des années 50, voilà, qui est une bible de l'histoire de l'art depuis. Mais moi, ça m'a ouvert des fenêtres incroyables et ça m'a permis de pénétrer un univers, voilà, qui est tellement passionnant et qui permet aussi de comprendre le monde au travers de ce que décrivent les artistes. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas ce sujet, que vous avez envie de le pénétrer, première porte d'entrée, allez là-dessus. Et puis après, vous pourrez aller dans plein d'univers différents. Merci Olivier. Florence Guémy, tu es vice-présidente de notre association HLU, tu as été directrice générale du groupe Bayard. Peux-tu aussi nous parler d'un livre? Alors, très spontanément, j'aurais répondu un livre de fiction, un livre classique, parce qu'en tant que dirigeante, j'avais besoin de respiration et c'est dans la fiction que je me retrouvais. Mais ce soir, j'ai envie d'honorer un livre que j'ai adoré, qui m'a réconciliée avec les essais, qui m'a même fait prendre plaisir à lire un essai. C'est Manière d'être vivant de Baptiste Morisot, qui est un livre de la sélection. C'est un livre qui m'a vraiment bouleversée parce que c'est le livre d'un scientifique animalier qui nous projette dans le vivant, auprès des loups, qui nous fait parler loup d'ailleurs. Mais c'est aussi le livre d'un philosophe qui met des concepts extrêmement puissants sur l'interdépendance du vivant, sur la diplomatie entre les espèces, sur l'enjeu de l'élargissement de la sensibilité au monde autour de soi, à l'heure où évidemment nous sommes tous reclus sur notre individualisme et notre petit ego. Et donc ce livre, je l'ai trouvé magnifique à lire, comme un beau récit poétique, très, très édifiant évidemment, mais aussi il m'a inspiré pour l'entreprise parce que ce rapport à l'altérité, ce rapport à l'ouverture aux autres, ce rapport aussi à l'interdépendance, aux alliances, à l'interdépendance avec les parties prenantes, voilà, était tout à fait transposable pour l'entreprise. Et d'ailleurs, dans le cadre de la Learning Expedition de HLU en Suisse, on a rencontré une entreprise qui avait nommé sa raison d'être « tous interdépendants ». Et j'avais trouvé ça une belle résonance avec cette lecture qui m'avait marquée. Voilà. Merci Florence. Philippe, bon, tu es à la tête de Mirova et j'allais dire et tu es un homme de livres, tu en lis, tu en écris beaucoup et parmi ceux que tu as lus justement, la pépite de livre que tu veux nous partager ce soir. C'est absolument horrible comme question en fait, parce que la réalité c'est que entre tout à l'heure, au moment où je me suis assis là et maintenant, j'ai déjà changé 5 fois d'avis. Donc, en fait, ça dépend vraiment du moment auquel on pense. Alors bon, finalement, allez, là tout de suite, je vais vous dire, moi j'ai commencé à lire assez tard finalement, parce qu'en fait, il n'y avait pas de bibliothèque chez moi. Mes parents ne lisaient pas. Et en fait, un jour, on est allé à la foire de Marseille et ils m'ont acheté un ensemble de livres, c'était 12 bouquins. Et c'était les 12 tomes des romans de Marcel Pagnol. Et donc, le premier livre réellement que j'ai lu, je vais dire, c'est La gloire de mon père. Et donc, voilà, c'est certainement celui qui a ouvert la porte vers la littérature. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Olivier, tu as de nombreux rôles. Tu as été président du réseau Entreprendre aussi précédemment. Et même question, un livre. Alors, je n'avais pas compris la question. Je croyais qu'il fallait prendre un livre de la sélection, parce que être jury, c'est lire quand même 15 livres du 15 juillet au 15 octobre. C'était un sacré travail. Donc, alors, si on me demande un livre que j'aime, mais en fait, moi, j'adore les classiques, et ce que j'aime beaucoup, je me passionne pour Balzac, la comédie humaine. Je vous conseille César Birotteau, c'est la vie d'un chef d'entreprise au 19e siècle. Mais quand même, moi, j'avais préféré vous parler d'un livre de la sélection. Donc, c'est le livre d'Antoine Fouché, « Sortir du travail qui ne paie plus ». En fait, j'ai été très intéressé par ce livre parce que, vous savez, aujourd'hui, dans les entreprises, le problème qu'on a, c'est qu'on a l'impression que nos salariés se désintéressent du travail.
C'est un vrai sujet de préoccupation. On fait tout pour qu'ils s'intéressent au travail. Et Antoine Fouché, il ouvre une autre fenêtre en disant que peut-être vos salariés ne se désintéressent pas du travail, mais peut-être que le travail ne leur permet plus d'augmenter leur niveau de vie. Et donc, il prend le côté travail par... Si vous voulez que vos salariés s'intéressent au travail, il faut peut-être que le travail améliore leur niveau de vie. J'ai trouvé cette deuxième finalement direction très intéressante. Il donne des solutions. Alors bon, le livre est assez important, donc voilà, je vous invite à le lire. Il donne des solutions et surtout, il est très optimiste. Voilà. Et alors, je l'ai conseillé, parce que vous savez que ce sont des livres pour les chefs d'entreprise. Je l'ai conseillé à des chefs d'entreprise qui ont bien aimé, et je l'ai conseillé à des hommes politiques qui ont moins aimé. Merci. Mathieu, dont tu es encore président du Centre des jeunes dirigeants pour plusieurs mois encore. Oui. Et tu es aussi dirigeant et gérant d'une société d'édition. Alors moi, je suis éditeur de livres pratiques. Donc je ne suis pas aussi érudit niveau littérature. Et je vous parlais d'un livre pratique qui m'a changé la vie, qui date de 1936. C'est je pense, un des premiers livres de développement personnel qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Et je baisse le niveau global. Par contre, je représente effectivement 6000 dirigeants, TPE, PME. Et je pense effectivement qu'on a un vrai besoin de retourner vers du pragmatisme. Alors c'est important effectivement de prendre de la hauteur, du recul. Effectivement, je partage totalement ce qui a été dit. Par contre, je pense que j'ai été élu pour notre côté pragmatique avec ma binôme Kitri Diar. Et voilà, donc ce livre-là m'a changé la vie il y a 15 ans. Et je suis convaincu que les livres pratiques aident les dirigeants. Et on en reparle tout à l'heure, parce que j'ai des chiffres. Je suis convaincu que les livres pratiques aident les dirigeants au quotidien à transformer leur métier. Merci. Merci, je pense qu'on peut les applaudir. Alors, je vais inviter Philippe, Geneviève et Olivier à descendre. Je vais garder Florence et Mathieu sur scène et je vais inviter Céline à me rejoindre. Pour ce troisième temps, c'est... Vous avez compris que j'aime bien la quête du Graal. Hein ? Est-ce que le livre, c'est Excalibur ? Donc, la question, c'est est-ce que le livre est une arme magique pour une économie au service du bien commun ? Ou est-ce que la question est stupide ? Donc on va avoir 15 ou 20 minutes pour se poser ces questions ensemble. Je vais mettre le panel de la table ronde à l'écran et je vais, Florence, te poser des premières questions. Pardon, toc. Florence, je mets mes lunettes. Donc, en fait, j'avais une question pour Florence qu'on va traiter ensemble ce soir. Florence, tu as été DG de Bayard. Le marché du livre, selon toi, est-il sain et bénéfique ou pourrait-il être bénéfique ? Est-ce que le livre est un produit industriel qui nourrit des intérêts privés ou est-ce que le livre, ce sont des belles œuvres personnelles, humaines et, soyons fous, tournées vers l'intérêt général ? Ou les deux ? Enfin, pour les gens dans la salle qui connaissent peu le marché du livre, ça marche comment le marché du livre ? C'est quoi les dérives du marché du livre ? C'est quoi la chaîne de valeur ? C'est quoi les tendances, les perspectives ? Alors on pourrait faire ça 2 heures. Mais comme tu es très experte et que tu as passé 30 ans chez Bayard, en 3 minutes, ça va aller. À toi. Moi, effectivement, je vous parle de chez Bayard. Donc Bayard, c'est une entreprise indépendante qui était une petite entreprise, une entreprise de médias dans laquelle le livre trouvait une place d'ordre second dans les premières années. C'était pas une entreprise de livre au départ, c'était une entreprise de presse. Et puis progressivement, le livre a pris toute sa place et aujourd'hui, c'est le livre qui fait vivre l'entreprise. Alors, pour replacer un petit peu le marché du livre dans sa réalité financière et business, c'est un marché de 4 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, 4,5 milliards d'euros. Le livre, c'est le plus gros marché culturel en France, devant le cinéma et la musique. Mais pour vous donner une première mise en perspective, Disney, c'est 95 milliards d'euros. Donc, on est des nains. C'est évident, la culture en France, à côté de Disney, on est des nains. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que pour avoir vécu la presse et la crise de la presse, c'est un marché relativement résilient. C'est un marché, on ne peut pas parler de croissance absolue, mais enfin on parle de stabilité, on parle de croissance en valeur, avec des volumes qui sont plutôt en baisse. Mais en tout cas, voilà, c'est un marché qui est relativement stable. Post-Covid, voilà, on a retrouvé des niveaux d'anté-Covid. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
il masque beaucoup de contrastes. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez lu, j'espère ne pas vous faire de mal, mais le livre le plus lu ces derniers temps, et d'ailleurs le record de tous les temps, c'est celui qui a fait 7 millions déjà de ventes, c'est La femme de ménage. Hein. Donc, contraste avec des best-sellers énormes. Hein. J'en prends un autre, d'un autre registre, Astérix, qui vient de sortir en quelques semaines, c'est plus d'1 million d'exemplaires. Hein, voilà. Donc, derrière l'arbre se cache la forêt, derrière les arbres se cache la forêt, et donc se cache la forêt, évidemment, d'éditeurs et de production de livres qui sont évidemment bien moins foisonnantes. Dire aussi que c'est un marché, malheureusement, où le lectorat s'effrite régulièrement. On parle beaucoup de retrait de la jeunesse, par les 15-24 ans qui lisent beaucoup moins. On sait que le marché de la romance est un marché très très fort aujourd'hui, 12 millions d'exemplaires en 2024, c'est énorme. Vous avez peut-être vu dans Le Monde ce matin que Gibert ouvrait 200 mètres carrés pour les livres de romance. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et ça touche de la hard romance, ça touche à l'heure de MeToo, c'est impressionnant de voir comme ces jeunes femmes acceptent des lectures où la domination masculine prend toute la place dans leur imaginaire. Donc c'est très très impressionnant. Mais quand même, la touche d'espoir par rapport à ça, c'est que il y a peut-être d'autres manières, et je vois Alexandra réagir, mais d'autres manières aussi de toucher ces publics qui sont plus en difficulté par rapport à la lecture. Et le marché du jeu, par exemple, du livre-jeu, le marché du livre d'activité. Alors, il y a beaucoup de coloriage, beaucoup de jeunes qui font des livres, qui colorient dans des livres. Voilà, c'est une façon de les toucher. On peut aussi parler de la BD, qui est un marché qui a été très, très en développement récemment, qui était un marché pas du tout reconnu il y a quelques années, c'était de la sous-création. Aujourd'hui, la BD, tu as montré des œuvres de BD qui étaient tout à fait honorable et même passionnante et même magnifique en termes de créativité. Voilà, donc on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a des relais de croissance et des relais éditoriaux qui peuvent permettre demain d'attacher les lecteurs à des œuvres belles, avec des formats qui sont renouvelés, qui ne sont pas ceux que nous avons connus. Alors, pour continuer sur ce marché du livre, c'est un marché très capitalistique. 75% de ce marché est tenu par 5 gros cartels. Alors, je citerai Hachette, le plus gros, 2 milliards d'euros. Hachette, sous la coupe aujourd'hui de Bolloré. Donc, l'autre gros éditeur, c'est Editis, sous la coupe d'un autre milliardaire, qui est Kretinsky, qui est le magnat du gaz tchèque, et qui a acheté Editis, Hachette, dès lors que la concurrence a obligé Hachette et Bolloré à se défaire d'une partie de ses acquisitions. On a bien sûr Gallimard Madrigal, on a Albin Michel et on a Média Participation. Voilà. Donc ces 5-là, c'est 75% du marché. 25%, ce sont des petits éditeurs indépendants, qui essaient de survivre. Et effectivement, ces gros mastodontes, ils ont une galaxie de maisons d'édition. Alors, c'est pas parce qu'ils sont gros que les maisons d'édition ne sont pas qualitatives. Certaines sont restées indépendantes dès lors qu'elles contribuent financièrement au groupe. Les reportings sont très, très, très poussés dans ces entreprises. Et puis parfois, certaines, évidemment, se servent de leur pouvoir, certains dirigeants, pour alimenter, évidemment, des points de vue idéologiques, et on sait sur Fayard, par exemple, l'arrivée de Lise Boel qui a édité récemment Bardella et bientôt Sarkozy à la sortie de sa prison. Voilà. Donc tout ça, il faut en avoir conscience. Dire aussi que l'industrie du livre, c'est une industrie très consommatrice de cash. Pour publier un livre, il faut acheter du papier, de l'impression, il faut fabriquer des livres, gérer des stocks, commencer à ce qu'on appelle les frais de premier établissement, financer aussi un premier droit d'auteur forfaitaire, etc. Et donc cette industrie de consommatrice de cash, elle oblige les éditeurs et surtout les petits à trouver les équilibres éditoriaux au sein de leur ligne éditoriale. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de trouver des blockbusters qui financeront la créativité et la création. Ça, c'est pas toujours facile parce que on ne sait pas à l'avance ce que va donner un livre. Donc ça, c'est un point important. Et c'est vrai que c'est le privilège des gros que de pouvoir financer cette création et en tout cas ces développements, parce que ces gros, et ceux que je vous ai cités notamment, ils ont beaucoup d'atouts, notamment pour les 2 premiers que je vous ai cités, ils détiennent aussi des chaînes de télé, ils détiennent aussi des revues de presse. Donc tout ça, en termes de com, c'est extrêmement précieux.
Et ça crée évidemment dans le magma de production éditoriale qui existe en France aujourd'hui, évidemment faire émerger un livre, c'est extrêmement décisif, et donc c'est une chance pour eux énorme. Et aussi, la plupart d'entre eux sont intégrés avec leur chaîne de diffusion-distribution. C'est-à-dire que le lien au libraire est simplifié par des représentants qui viennent représenter les intérêts de leur groupe, et donc du coup, et négocier évidemment des conditions commerciales favorables pour eux. Donc voilà, donc privilège pour les gros, privilège évidemment pour le poids financier. Pour autant, voilà, quand l'œuvre est belle, elle trouve son public. Un des dirigeants de Bayard, un vieil auquel je rends hommage, Yves Beccaria, disait « La marge est le signe, et la diffusion est le signe d'une rencontre réussie entre un auteur et son public ». Donc voilà, on peut aussi croire que les belles œuvres puissent trouver leur public. Dire que peut-être que ce marché du livre en France, il est quand même choyé parce qu'il y a un certain nombre de lois et de régulations qui sont favorables. Et on ne les trouve pas partout dans le monde, loin de là. La loi du livre de langue, qui est du prix unique du livre, qui permet aux tout petits libraires indépendants de pouvoir vendre au même prix que la FNAC et les grandes enseignes et Carrefour les livres. Donc ça permet à tous ces libraires de subsister, alors que il n'existe presque plus de libraires aux États-Unis, par exemple. Donc ça, c'est un point évidemment très très important. La loi d'Arcos aussi, qui vient de naître récemment, où pour contrer les grandes plateformes qui contrent aussi les libraires, on va payer un petit droit de portage de poste qui permettra peut-être de faire en sorte que chacun d'entre nous iront plutôt chez le libraire que je fais ta pub, Alexandra, que dans les grandes plateformes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté des libraires, je sais pas, après, c'est très important un libraire parce que c'est un médiateur, c'est un passeur, mais c'est vrai que c'est aussi parfois un showroom où le client passe, repère ce qu'il veut et il va commander sur Amazon. Donc voilà, donc tout ça c'est un message pour dire allez chez votre libraire, c'est évident. Et puis aussi dans la chaîne du livre, il y a les auteurs. Alors les auteurs, on parle souvent des auteurs notoires, des auteurs qu'on connaît, les auteurs de best-sellers. Bon, c'est clair qu'il y a aussi quand on voit 4000 ventes en moyenne au titre compte tenu des best-sellers, un livre se vend naturellement à 1000, 1500 exemplaires, 2000. Et donc, quand vous faites le calcul, allez, maximum 10% de droits d'auteur à 20 € le livre, ça ne fait pas grand-chose dans la poche de l'auteur. Donc, vous voyez bien que c'est quand même un livre, un marché, il y a un milieu et un métier qui n'est pas... si on veut gagner très bien sa vie, on ne se fait pas auteur. Il y a autre chose derrière le travail d'auteur, évidemment. Donc tout ça pour dire que... Et dire aussi que la propriété littéraire artistique en France est aussi un point de régulation pour les auteurs parce qu'elle les protège beaucoup. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis avec le copyright. Donc ça, c'est un point aussi important à souligner. Mais c'est vrai que pour les auteurs, ce n'est pas facile. Il y a le livre d'occasion aussi qui prend 20% de part de marché en volume aujourd'hui et qui n'est pas du tout, qui ne finance pas les auteurs. Donc il y a beaucoup de choses à trouver encore. Le syndicat de l'édition en est conscient, mais il y a encore il y a beaucoup de choses à creuser. Sur l'intelligence artificielle, juste pour terminer, dire que peut-être, j'ai envie de dire que le livre est peut-être plus protégé en France, en tout cas, que d'autres métiers, que la presse et que d'autres métiers. Au masque et la plume, ils disent toujours, ça c'est un mauvais livre, c'est un livre écrit par ChatGPT. C'est vrai que, quelque part, dans le marché de l'édition, l'éditeur, son actif, c'est quoi? C'est les auteurs. C'est les auteurs. Et l'éditeur qui se hasarderait à aller au-delà de l'utilisation de l'intelligence artificielle comme un outil et qui irait chercher les abords de la création, il serait vite repéré par des auteurs qui le quitteraient. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une possibilité pour l'auteur de jouer aussi et d'être acteur. Et l'autre point, c'est que l'auteur lui-même, et quand tu disais ce qu'ils peuvent être démotivés par cette arrivée de l'intelligence artificielle, etc., moi je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, écrire, c'est une évidence intérieure, c'est une intention, c'est un rapport au monde, c'est une transmission. Et cette part d'humain de l'auteur, je pense qu'elle est reconnaissable, ou en tout cas que le lecteur aguerri et le lecteur qui cherche une émotion et qui cherche, je crois que, en tout cas, moi j'ai envie d'être optimiste et de croire que le livre a encore de belles heures devant lui. Voilà. Et qu'il faut éduquer les enfants. Voilà, l'éducation. Voilà. Merci Florence. Alors, Mathieu, je vais avoir 2 questions pour toi. La première, tu es dirigeant-éditeur avec un modèle différent, original. Quels sont tes défis de dirigeant dans ce secteur? Et une deuxième question, en tant que président du CJD, tu es entouré de dirigeants.
Est-ce qu'ils lisent ou pas? Ils lisent quoi? Et en quoi les livres peuvent les soutenir? Donc effectivement, je suis pas du tout présent en librairie. Pour le coup, effectivement, je suis un peu loin de ce monde. Je fais de la vente directe, c'est-à-dire que j'édite des produits de vulgarisation de savoir. Je rends le savoir accessible à tous et je diffuse uniquement à distance. Donc je trouve le prospect là où il est, je le livre directement chez lui. Donc je ne suis pas du tout dans les canaux de distribution traditionnels. Donc mes challenges aujourd'hui, c'est plutôt des challenges, on va dire, d'acquisition. C'est pas forcément des challenges trouver des auteurs, parce que ça, dans notre milieu, on est suffisamment connu pour trouver les auteurs. Faire la vulgarisation, on sait faire. Donc mes challenges, c'est plutôt des challenges d'acquisition de prospects pour les transformer en clients. Donc c'est le challenge marketing aujourd'hui. C'était la première question, réponse courte. Deuxième question, en tant que président du CJD, du coup, est-ce que les gens lisent? Donc, pour répondre, je te parlais de pragmatisme, pour répondre, on a lancé un baromètre auprès de nos 6000 membres. On a eu, alors le délai était un peu short, on a fait ce qu'on a pu, et on a eu 226 réponses, et je vais donner quelques chiffres. Oui. Est-ce que les dirigeants lisent? Oui, ils lisent. Qu'est-ce qu'ils lisent? On a sur notre baromètre, on a donc 30% des répondants qui lisent des livres, 27% journaux, médias d'actualité. Et après, on a 22% des livres de développement personnel, 12% des livres techniques. On se rend compte aussi on a affiné un peu ça, une répartition femmes-hommes, pour voir un peu les sensibilités des uns et des autres. Sans grande surprise, 73% des femmes lisent des romans, alors qu'il y a 39% des hommes qui lisent des romans. Et à l'inverse, si on prend la caricature, poussons-la au bout, 36% des femmes lisent des journaux, là où 63% des hommes lisent des journaux. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est un peu l'idée qu'on pouvait s'en faire sans même faire de baromètre. D'autres chiffres, un qui m'intéresse particulièrement, moi je suis un grand fan de papier, comme beaucoup ici sans doute. On a 70% des lecteurs qui lisent sur papier. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 30% qui ne lisent pas sur papier, donc qui lisent soit sur tablette, soit sur téléphone, soit sur d'autres supports. La vraie question finalement, une question qui est importante, c'est pourquoi? Oui. Quel est le but? Pourquoi ils lisent? 28% lisent pour se détendre, 38% pour apprendre, 17% pour se tenir informé de l'actualité au sens large, 11% pour se tenir informés des actualités sur leur secteur d'activité. Donc encore une fois, on s'est adressé à des dirigeants d'entreprise, c'est des dirigeants de TPE, PME. Donc on a quand même 66% qui lisent pour s'informer, là où 28% lisent pour se détendre. Et on s'est demandé au final, parce que Olivier l'a dit tout à l'heure, le jury a été amené à lire 15 livres en 15 semaines. Ce qui est quand même un bon challenge, puisqu'il y a quand même quelques livres qui représentent un petit volume. Et on s'est demandé combien de temps nos dirigeants lisaient. Oui. On a 19% qui lisent moins de 15 minutes par jour. Alors c'est une moyenne, ça veut dire peut-être un jour il va lire une demi-heure, peut-être le deuxième jour 0. Par contre, on a quand même 71% qui lisent entre 15 minutes et 1 heure par jour. Donc c'est plutôt rassurant, parce qu'on ne s'est pas adressé à des lecteurs, on s'est adressé à des dirigeants d'entreprise. Donc moi je trouve ça plutôt rassurant, et ça va dans le sens qui a été posé tout à l'heure. En gros, et je pense... non, je répondrai à cette question tout à l'heure. Pardon, je vais la garder pour tout à l'heure. Donc, la conclusion de tout ça, c'est de dire, voilà, les dirigeants lisent, ils ont besoin de lire du pratique et du concret, du pragmatique. Et c'est pour ça que je suis très aligné avec ce que je disais en intro tout à l'heure. Sous notre mandat, on représente vraiment un mandat pragmatique qui est là pour aider les dirigeants. Et effectivement, ils ont besoin de s'évader, on l'a vu sur les gens qui lisent les romans, mais ils ont aussi et surtout besoin de conseils concrets pour piloter leur entreprise au quotidien. Merci. Merci Mathieu. Alors, je vais passer la parole à toi Céline. Je me suis mis un petit pense-bête parce que tu es entrepreneur social, tu as créé Love for Livre, tu aimes les livres et tu vises à faire aimer les livres et à faire lire, y compris dans le monde professionnel. Et je salue ton ouvrage récent qui est Lire pour réussir sa vie professionnelle, que vous trouverez à la librairie Temporaire, qui est une mine de bonnes idées sur pourquoi et comment lire et à quoi ça peut aider, y compris utilement. Mais avant de te poser des questions sur à quoi le livre est utile, je voulais te poser une première question sur quelles sont les barrières et les leviers pour démultiplier le pouvoir des livres et qu'ils donnent tous leurs bienfaits, et sur les dirigeants d'entreprise en particulier, qui est une cible que tu connais bien.
Oui, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Donc moi, effectivement, j'aurais pu faire de la banque d'affaires ou énormément d'un autre parcours, mais j'ai choisi. Donc c'est un vrai plaidoyer que je mène. Et dans tout ce que je le fais intensément et j'essaie de le faire authentiquement, les livres, parce qu'ils ont véritablement changé ma vie. Donc je le vis aussi dans ma chair et dans mon propre parcours. Et j'ai cofondé avec un homme qui est chercheur en philosophie du langage, voilà, pour rendre à César ce qui est à César et parfois à Césarine ce qui est à Césarine. En fait, quand on a cofondé Love for Livre, on s'est dit il faut innover, il faut trouver l'innovation pour donner envie de lire. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont les livres sont portés, la manière dont on parle des livres, ça reste quand même assez classique. Et donc, ça fait 10 ans qu'on a créé Love for Livre. Donc, c'est un long parcours. On est 6 aujourd'hui dans l'entreprise, on travaille en réseau. Comment est-ce qu'on peut faire ? Et on est très vite entré dans des milieux sociaux. Donc on travaille aujourd'hui, moi je vais en terrain à l'ASE, je vais en terrain de guerre, je vais en prison, je pars en prison dans quelques jours. J'aime bien d'ailleurs, je trouve que le livre, c'est un formidable passeur de milieux sociaux. Parce qu'en fait, où que vous alliez, si vous arrivez à l'amener de la bonne manière, il va ouvrir, il va créer ce que nous on appelle une faille spatio-temporelle. C'est-à-dire pendant le moment où vous allez lire ces livres et faire découvrir ces livres, il va se passer quelque chose chez les gens, que ce soit des dirigeants, moi je travaille avec des CEO en bilatéral, en COMEX ou en prison ou avec des enfants de l'ASE, il se passe quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs. Et donc ça, c'est une réalité de terrain que je vous raconte, au-delà de toute la théorie. Et après, quand on a voulu amener le projet dans l'entreprise, alors là, on s'est heurté à des résistances. Ah, certes, ça fait beau de lire des livres dans les dîners en ville et de se prétendre grand lecteur et de sortir des références. Mais quand il s'agit d'imaginer que le langage des livres puisse s'imbriquer, s'amalgamer avec le langage de l'entreprise, qui est fait de rentabilité, de court-termisme. Et je le critique pas forcément, j'ai pas une vision béni oui-oui. Le livre, c'est pas un outil béni oui-oui pour juste mettre de la douceur dans un monde de brut. Ça, c'est extrêmement stéréotypé. Par contre, c'est un autre langage. Et donc, au début, on était parti sur la bibliothérapie en entreprise. Alors là, en France, autant aux US, en Suisse, parce qu'on travaille dans 10 pays aujourd'hui, on a de la réponse. Alors en France, c'était tout sauf ça. Et pourtant, quand on fait des sessions maintenant donc de formation soft skills par la littérature et les sciences cognitives, puisqu'on utilise aussi les sciences cognitives, on a énormément parfois de confessions. Je pense à un directeur financier récemment qui encore disait « Grâce à cette session, j'ai pu dire des choses que je n'ai jamais dit à mon COMEX ». Donc, on a utilisé un autre langage pour qu'à travers ce langage, l'entreprise se reconnaisse. Et souvent, l'une des images qu'on emploie, c'est la lecture en entreprise, c'est comme une résistance au sens électrique. C'est-à-dire qu'on est dans des systèmes qui sont assez survoltés. On est dans des systèmes, et encore une fois, je ne le critique pas en soi, c'est normal d'avoir des objectifs. L'entreprise est aussi là pour réussir à atteindre ses objectifs. Mais la résistance au sens électrique, et pas qu'au sens du plaidoyer, c'est un outil qui permet de calmer le survoltage du système et qui donc crée d'une certaine manière un balancier qui permet de retrouver la lucidité. Vous aviez parlé tout à l'heure de vision et je suis absolument en phase avec ça. C'est ce que je vois aussi sur le terrain. La lucidité, la clairvoyance et de retrouver du long terme, du temps, de la perspicacité, de décrasser son ego. Et ça, on le voit beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'on a un langage qui devient un langage beaucoup plus sincère, beaucoup plus direct. Et ça, les leaders en ont grandement besoin parce que dans le monde déglingué dans lequel on vit, on a impérativement besoin de retrouver cette lucidité. Après, chacun a sa lucidité. On peut ne pas la partager. Ça, c'est pas grave. Et c'est aussi, je termine là-dessus, c'est aussi une grande vertu du livre, c'est que on célèbre l'art de la question. On n'est pas sur des réponses toutes faites. Et au fond, est-ce qu'une vie réussie ne peut pas être en partie le fait de se poser les bonnes questions ? En tout cas, c'est une piste intéressante qui mérite d'être posée en entreprise. Merci. Merci à tous les trois. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la phase de lever de rideau et qu'on puisse tous vous retrouver tout à l'heure. Voilà. Alors, pour la phase lever de rideau, on va passer un petit temps dans les coulisses du prix, très rapide. Vous dire que depuis 6 mois maintenant, on a travaillé activement avec toute une équipe que je remercie. Ils sont tous là dans la salle. Je leur dis à tous un grand merci. Pour cadrer ce prix du livre, son principe, ses critères, ses catégories, son règlement, pour tenter d'apporter des livres aux dirigeants. Je reviens à ça. C'est quel livre, sur quoi, quel type de livre, pour quel dirigeant. On a sourcé des dizaines de livres. On les a lus. On en a présélectionné 15 que vous allez découvrir très bientôt. Donc 5 dans 3 catégories. Puis on a réuni le jury. Puis on a délibéré. Puis on a essayé de se mettre d'accord. Donc ça, c'est tout le cheminement qu'on a fait dans les coulisses de ce prix. Merci. Et ça va nous être très utile dans un instant parce que, attention,
attention, après avoir été dans les coulisses, on va passer à la remise des prix. Vous allez comprendre. Voilà, dans la remise des prix, donc on va remettre 3 trophées qui sont là, dans 3 catégories. On a dit Heart Leadership, Le Monde qui vient, Poil à gratter. Attention, j'appelle la régie pour la première catégorie. Merci. Pour la première catégorie Heart Leadership, j'appelle Geneviève à me rejoindre. Merci Geneviève. Je t'équipe d'un micro. Tu vas être mon binôme de cœur pour remettre un prix dans la catégorie Heart Leadership. Vous avez compris, Heart Leadership, c'est pas le pays des bisounours. J'espère que vous avez compris ça. Le Heart Leadership, c'est de l'empathie, mais aussi de l'intuition et du courage. Donc Geneviève, on va présenter la sélection. Absolument. Et bien entendu, après, on va appeler le lauréat. Alors, la sélection s'affiche sur cet écran. Absolument. Est-ce qu'il y a certains livres là que tu souhaites commenter ou tu veux dire un petit peu ce que tu connais, ce qui te frappe dans cette sélection pour dirigeants, en quoi ça peut nourrir leur Heart Leadership? Alors, il y a des... Je suis d'accord avec le plaidoyer sur les livres pratiques, je trouve qu'ils sont très intéressants, mais j'ai quand même un faible pour la fiction. Je trouve que par la fiction, on explore beaucoup plus profondément tous les méandres et toutes les possibilités de l'âme humaine, et que les dirigeants qui lisent de la fiction sont probablement ceux qui m'ont indirectement le plus impressionné. Tu vois, au sens et c'est vrai que c'est une métaphore et c'est des raccourcis pour finalement parler de soi, de son environnement, son écosystème. Mais manière d'être vivant, magnifique au livre, et Florence en a parlé, donc bravo. Et puis bien sûr, la question de la bonjour vieillesse m'a beaucoup touchée, parce que ça c'est quelque chose qu'on a envie un petit peu d'escamoter. Enfin, alors le travail, c'est Olivier qui en a parlé, et très très bon ouvrage, effectivement. Et bien sûr, j'ai redécouvert Frédéric Lenoir. Voilà. Donc, difficile de choisir. Effectivement, moi, je ne faisais pas partie du jury en tant que tel, mais je me suis aussi coltiné les 15 livres. Les 15 livres. Elle a fait un gros chantier d'été. Pour compléter ce que tu viens de nous dire sur ces livres, vous avez vu que c'est un panachage d'ouvrages courts ou longs, romans ou essais, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Là encore, on ne souhaite pas qu'il y ait de barrière à l'entrée au livre. On a juste envie de faire lire sur le livre Heart Leadership. Donc, chacun son style, chacun son goût. Donc, on s'est forcément disputé, chamaillé, au jury, tout ce qu'il faut. Sympathiquement, bien entendu. Et donc, après ces débats de jury, ça va être le moment crucial, Geneviève, où tu vas devoir... Donc la régie aussi, pareil, ou non? Si, coucou. Fais ça, parce qu'il faut que je pose le micro pour pouvoir l'ouvrir. Alors voilà. Hop. Geneviève, roulement de tambour. Roulement de tambour, voilà. Hop. Et le lauréat. Vas-y. J'y vais. Pas terrible. Lauréat catégorie Heart Leadership, Abel Quentin Cabane. Édition de l'Observatoire. On peut parler des éditeurs, c'est un vrai métier. Alors, Abel, je vous ai avec moi juste quelques minutes, même pas. Bon, déjà, vous repartez avec ça c'est sûr. Oui, tout à fait. C'est le moins qu'on puisse faire. Cabane. Alors, j'allais dire, ça tombe bien, c'était mon coup de cœur. Donc, je ne sais pas si ça s'est su, mais c'était mon coup de cœur. Et ce livre, en plus, résonne particulièrement parce que il résonne aussi avec des éléments personnels où j'ai un peu approché ces questions passionnantes de la montée en puissance d'une conscience environnementale à travers le rapport Meadows. Alors, en 1972, j'étais née, mais j'étais trop petite. Mais surtout, comment ce rapport a finalement façonné des générations de jeunes chercheurs, et citoyens lambda et même dirigeants qui se sont passionnés pour l'écologie. Alors, première question,
je vous invite à le lire et à regarder les 3 trajectoires, parce que dans les trajectoires de ces 3 personnages, donc il y a le couple Dundee qui renvoie quand même à Dennis et Donatella Meadows, on peut dire, plus ou moins. Et puis il y en a un qui est un mathématicien surdoué, mais enfin, celui du milieu, Paul Querillo, qui est un Français de chez nous, c'est un dirigeant. Alors, c'est un dirigeant d'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça dit par rapport au Heart Leadership? À un moment, il a un petit cœur qui bat quand même, ce dirigeant. Oui, il a un petit cœur qui bat. Il faut aller le chercher, mais il y a un petit cœur qui bat. C'est vrai que ça m'a intéressé même de créer une entreprise. Parce que c'est vrai que quand on est romancier, on peut faire ça. On n'a pas besoin d'aller au tribunal de commerce. Ouais. Moi, j'ai créé l'entreprise de Paul Querillo qui s'appelle Système, qui est une entreprise de modélisation. Et c'est un personnage qui incarne finalement notre inertie, qui est peut-être plus que les autres personnages le miroir des non-choix de notre civilisation, puisque c'est un homme qui sait. Oui. Il a participé à la rédaction de ce rapport au début des années 70 sur l'impasse de la croissance. Il sait, mais il décide de ne rien faire et d'épouser le tempo de son époque, de penser à sa pomme plutôt, et puis de vivre vite. Et donc c'est un personnage, c'est une conscience douloureuse, c'est un personnage qui sait très bien que ses choix sont moralement très très discutables, mais comme romancier, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces personnages qui ne sont pas d'un bloc et qui sont, je pense comme nous tous aussi, parfois médiocres, et puis parfois aussi traversé par des doutes. C'est un homme qui doute. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever puisqu'il doute jusqu'à la fin. Voilà. Oui, il doute sur la fin, donc on ne dira rien. Mais c'est la figure de dirigeant dans le livre, avec une entreprise qui cartonne et qui grandit à l'ombre de l'industrie fossile. Enfin, qui est également un exhausteur de la rente fossile, si je puis dire. Oui, c'est j'espère qu'il n'y a pas de dirigeants de majors pétroliers dans la salle. Peut-être, mais je leur apprendrai pas grand-chose sur la responsabilité colossale de leur industrie, mais c'est vrai qu'elle grandit à l'ombre du fossile. Et puis il y a des personnages aussi, puisqu'en fait, qui vont lui mettre le pied à l'étrier, qui sont des membres de sa famille, qui ont grenouillé dans le Total. Des années 70-80. Donc j'ai pas mal raconté cette époque-là, cette industrie-là, qui est très, très politique, qui à l'époque en plus a des liens très très forts avec le pouvoir politique. C'était l'occasion d'une sorte de fresque française sur ces années-là. On s'y est un peu reconnu quand même, pour ceux qui ont quelques années. Alors j'ai une dernière question, peut-être je peux me permettre pour Abel. Le titre cabane. Je le trouve... Alors on comprend pourquoi le mot cabane apparaît dans le livre. Il apparaît dans le livre en fait avec le 3e personnage qui est Johannes Gudson, qui est le Norvégien surdoué, mais alors complètement asocial, tourmenté, pur. Enfin, il est chimiquement pur. Alors lui, c'est vraiment... donc chimiquement pur, ça veut dire très fragile. Mais donc il se retire un moment dans une cabane. Mais est-ce qu'on n'a pas tous envie d'une cabane? C'est la métaphore de quoi, la cabane? Et les dirigeants, leur cabane finalement, est-ce qu'ils en ont une? Parce que c'est extrêmement important, cet endroit où on va se ressourcer, se retrouver, se remettre à penser. Alors dans mon livre, c'est vrai que c'était une métaphore de... pour moi, c'est un habitat très ambivalent, puisque c'est ça peut être l'endroit où on se ressource, on revient à quelque chose d'authentique, et puis ça peut être le lieu de l'enfermement, de la folie. Et donc j'étais inspiré là-dessus de figures très très différentes qui ont chacun une cabane différente, donc des pionniers de l'écologie. Comme Thoreau, qui a écrit un livre, le fameux Walden, après avoir habité en cabane, mais aussi des personnages beaucoup plus sombres, comme le terroriste Kaczynski, qui envoyait des bombes depuis sa cabane. Donc pour moi, c'était vraiment l'idée d'un habitat qui peut évoquer à la fois quelque chose d'une paranoïa ou au contraire quelque chose d'une authenticité. Et pour le dirigeant, je serais bien en peine. Je ne suis pas dirigeant, donc je ne dirige pas grand-chose d'autre que ma propre vie. Donc je serais bien en peine de dire ce que ça peut être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, c'est un livre qui raconte un livre, le rapport Meadows, puisque c'est inspiré du rapport Meadows. Et est-ce que ce livre a été de fait lu par des millions de personnes, par des dirigeants? Oui. Il a de fait changé des vies, changé des trajectoires politiques, mais il n'a
pas changer grand-chose du cours politique des événements. Donc là, ça irait plutôt à l'encontre de ce qui a pu être dit avant sur une sorte de vision magique du livre. En tout cas, ce livre-là, il a démontré au contraire que l'être humain peut parfaitement savoir, avoir les informations et décider de faire l'autruche. Donc c'est presque une sorte d'histoire tragique d'un best-seller qui n'aura pas fait de petit. Alors, la toute dernière question très rapide. Donc, Abel, effectivement, savoir, ça ne veut pas dire que l'on va changer les choses. On voit dans ce livre que ce rapport 21, il y a des moments où il redevient à la mode, il est un peu hype. Les dirigeants le saluent, on fait revenir les auteurs, il y a une deuxième édition. Mais quand même, c'est terrible, quoi. On a l'impression que qu'on l'instrumentalise parce que c'est dans l'air du temps, ça ne l'est plus. Est-ce que les dirigeants, finalement, sont aussi moutonniers ou est-ce que c'est juste de l'instrumentalisation, on va dire, classique Je crois qu'il y a les deux. Il y a des lectures sincères. Je pense au vice-président de la Commission européenne, Siko Menschel, qui est un homme qui va lire ce rapport et qui va avoir une sorte de nuit de l'esprit, pour reprendre l'expression. Une épiphanie, vraiment, qui va dire qu'il faut tout changer. Et évidemment, personne ne va le suivre. Je pense à des personnes influentes comme René Dumont, pour qui ce livre a été vraiment une année zéro. Et puis aussi des lectures, sans doute. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu des dirigeants de société, même dans le fossile, en années 70, qui vont essayer de reprendre ce message-là pour l'édulcorer, pour s'en servir, pour essayer de ne pas se mettre à dos l'opinion, mais qui vont le faire sans sincérité, en tout cas qui ne vont pas se laisser vraiment gagner par l'urgence de ce message, parce que lorsqu'on se laisse gagner par l'urgence de ce message-là, celui d'un changement civilisationnel qui nous est imposé, ça doit bouleverser votre vie. Enfin, en tout cas, ça appelle des changements extrêmement radicaux. Et donc, certains dirigeants, sans doute, ne veulent pas voir ça. J'ai fini, je vous le rends. Merci beaucoup. Enfin, petite photo. Merci beaucoup. Merci. Ils sont beaux. Merci. Merci beaucoup, merci. Eh bien, après cette première catégorie Heart Leadership, pour passer du cœur aux actes, j'espère que les 5 ouvrages et 7 ouvrages lauréats vous aideront à trouver l'énergie interne, l'émotion, les tripes pour passer du cœur aux actes. Donc on va maintenant aborder la deuxième catégorie, la catégorie Le Monde qui vient. Je vais appeler Olivier à me rejoindre sur scène. Olivier, donc tu as fait partie, toi, du comité d'orientation. Tu as lu cette magnifique sélection d'ouvrages. On va la présenter rapidement tous les deux. Ce sont des ouvrages de la catégorie Le Monde qui vient. Il y a un peu de tout. Il y a de la prospective qu'on peut considérer comme sérieuse, de la prospective dite stratégique. Il y a de la science-fiction, de la politique-fiction. Il y a d'autres sortes d'ouvrages. Mais enfin, ils visent tous à éclairer le monde qui vient. Est-ce que tu aurais déjà un commentaire sur ça, notamment en tant que directeur général du réseau Entreprendre, les entrepreneurs que tu accompagnes? Est-ce qu'ils ont le temps et la bonne boîte à outils ou les bonnes lectures pour regarder le monde qui vient, ou pas toujours? Ce qui est sûr, c'est que... Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, ça va. Ce qui est sûr, c'est que l'époque actuelle est une époque de transformation profonde, que les entrepreneurs sont percutés par des tas d'injonctions, par des tas d'événements imprévus, que depuis le Covid en 2020, où on pensait avoir tout vu, depuis, en fait, on s'est rendu compte que tous les 6 mois, on y avait plein de trucs qu'on n'avait pas vus et qui arrivent tous les jours, qu'on soit des entrepreneurs expérimentés ou pas. Voilà, tout le monde est mis dans la même bassine avec les mêmes problèmes, et que effectivement cette
cette sélection d'ouvrages permet à la fois de voir très loin, de voir de côté ou de voir des choses qui, finalement, on se dit, oui, on risque d'aller là-dessus. Oui. Et donc, alors, on va lire les titres. Je ne sais pas si vous voyez tous bien au fond, donc on va partager ces 5 ouvrages. Révolution bleue, La petite princesse de Jean-Pierre Goux. Nombreux ici, sans doute, connaissent Jean-Pierre, qui a écrit Le siècle bleu, déjà 2 tomes, qui a écrit La petite princesse et qui vient de sortir La clé des songes. On est dans le domaine de la fiction, mais d'une fiction très documentée, puisque Jean-Pierre est un grand sachant et qui aime la prospective. Hyperguerre, qui n'est pas du tout un roman et pas du tout une fiction, écrit par Jean-Michel, qui est avec nous ce soir. Agrophilosophie de Gaspard Koenig, que là encore certains d'entre vous connaissent bien, qui est très connu. Mais cet ouvrage, finalement, c'est un pas de côté, mais c'est aussi peut-être une prospective sur réconcilier nature et liberté. Le ministère du futur, qui porte bien son nom, qui est une fiction, de Kim Stanley Robinson, auteur américain. Donc une fiction d'un monde en plein changement climatique avec une reconfiguration politique et économique, et sortir du travail qui ne paye plus, qui nous a été présenté tout à l'heure par Olivier. Donc là encore, des livres pour tous les goûts, différents thèmes, différentes épaisseurs de livres, du court, du long. Et donc, ça va être un moment crucial, Olivier. En plus, là, il n'y a que des bons auteurs. Dans cette sélection, il n'y a que des bons auteurs. Il n'y a que des bons auteurs, il n'y a que du plaisir à lire les 5 et de l'intérêt. Voilà, donc les 5 méritent d'être lus, si vous voulez mon avis, mais pour les gens pressés, qui ont peu de temps, pour les lapins d'Alice... Si on doit en lire un, c'est lequel? C'est lequel? Et tu vas donc pouvoir ouvrir cette enveloppe. Roulement de tambour. Alors, le gagnant est... Alors, ça sera un gagnant et pas une gagnante, visiblement. Il paraît. Jean-Michel Valentin, Hyperguerre. Il vous faut des micros. Je dis un micro. À vous deux. Eh bien, merci beaucoup. Je dois dire qu'à titre personnel, je suis très ému. C'est mon 8e livre et c'est mon premier prix. Alors vraiment, un grand merci à toutes et à tous. Alors, moi tout à l'heure, j'avais conseillé un livre sur l'art. On est assez loin, n'est-ce pas? Mais quand même, il y a des parallèles ou en tout cas des similarités parce qu'en fait, l'art permet de comprendre le monde. Et là, vous permettez de comprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Écoutez, vous citiez Ernst Gombrich, que j'ai lu, parce que, en fait, pour vous répondre, je vais passer par un autre livre que j'ai lu récemment et que je conseille à tout le monde. Je ne sais pas s'il est traduit en français, The Age of AI, qui a été coécrit par Henry Kissinger et Eric Schmidt, le CEO de Google. Et tout leur ouvrage est traversé par une réflexion absolument fascinante. Et ils soutiennent que pendant plusieurs centaines de milliers d'années, les hommes sont parvenus à interpréter le monde avec leurs propres moyens, leur propre sensorium, leur propre interprétation, donc évidemment leurs propres approches artistiques, et que là, avec l'intelligence artificielle, nous nous retrouvons à comprendre le monde, à l'interpréter, à le travailler en partenariat avec cette entité totalement nouvelle, abiotique, et en évolution constante. Alors, vous dites qu'il va y avoir une espèce de violence géopolitique absolument nouvelle. Alors, non. Non. Je conteste votre question. Quand vous dites « il va y avoir une violence géopolitique absolument nouvelle », elle a commencé. Je me permets d'être un peu insistant là-dessus. Il y a quelque chose en France qui, je pense, relève quasiment d'une forme de culture du déni, qui est, mais êtes-vous vraiment sûr? Est-ce que ça va se passer? Mais non, c'est là. Les essaims de drones de combat autonomes sur le champ de bataille, ils sont
sur le champ de bataille ukrainien depuis mai 2024, pardon. L'amplification et la transformation des usages de la violence dans la guerre, elle est là. C'est pas est-ce que ça va, ça a commencé et ça ne fait que s'amplifier. Alors évidemment, j'ai bien compris le sens de votre question, je ne suis pas complètement idiot non plus. Et donc évidemment, cette hybridation de la violence humaine et des capacités de l'IA, qu'elles soient robotiques, qu'elles soient algorithmiques, qu'elles soient cognitives, Le champ de bataille, c'est nos cerveaux. Hein, et c'est nos cerveaux à l'échelle de presque 9 milliards d'êtres humains. Elle ne va faire que s'amplifier. Alors, si on doit retenir une chose là qui va arriver dans les 20 ans, 10 ans 2 ans. Si par rapport à ce que vous dites de la transformation de l'IA sur ces champs-là de guerre, c'est quoi ce qui risque d'être le plus frappant ? 10 ou 20 ans, c'est quasiment impossible à anticiper dans l'état actuel des choses, du moins sans se faire aider par une IA puissante et bien paramétrée. En revanche, le basculement qui est en train d'avoir lieu, c'est que pour la première fois donc, dans l'histoire de l'humanité, eh bien, nous allons élaborer des stratégies et des politiques en étant assistés par l'IA, c'est-à-dire en partenariat avec ces entités que nous produisons et en même temps que nous ne comprenons pas complètement. Et en fait, c'est une bifurcation historiale comme il n'y en a jamais eu. Et elle est en train d'avoir lieu. Je me permets d'insister là-dessus. C'est pas est-ce que ça va ? Oui, c'est en cours. Merci. Merci à tous deux. Bien. Une petite photo. Hop. Pardon. Pendant que vous prenez la photo, je recommande très chaudement la lecture d'Hyperguerre. Peut-être pas un livre joyeux en soi, un livre extrêmement instructif et documenté. Voilà. Eh bien, pour faire un intermède détente après la guerre accélérée par l'intelligence artificielle et même la guerre révolutionnée par l'IA, on va faire un intermède coup de cœur du jury. Le jury s'est autorisé à faire un pas de côté en plus de ces 3 catégories. Et donc, je vais, pour la remise du coup de cœur du jury, proposer à Olivier de me rejoindre. C'est quoi ça ? Il n'y a pas le coup de cœur. Alors, Olivier, bienvenue. Bienvenue. Donc, au jury, en fait, on était à la fois submergé de 15 livres, c'est beaucoup de boulot, et très déçus de ne pas pouvoir en récompenser d'autres. Donc, on s'est dit, on s'est enfermé nous-mêmes dans une sélection, il faut qu'on fasse un pas de côté. Donc là, on fait ce pas de côté tous ensemble. On a eu un coup de cœur pour une BD, justement, parce que les autres livres sont des livres écrits, rédigés, romans, essais. Et donc voilà la BD. Alors, en fait, sans plus tarder, je vais rafficher la BD et t'inviter à nous dire pourquoi cette BD a touché notre cœur. Ah oui, alors, c'est intéressant dans un coup de cœur que, comme c'est un coup de cœur, il n'y a pas de concurrence. Non, c'est ça. Donc, il n'y a pas de suspense. Alors, simplement, avant d'inviter Philippe Fourquet, le président de 60 000 rebonds, d'abord, il faut savoir que en France, il y a, je sais combien, 1 million de créations d'entreprises. Il y a aujourd'hui, ça vient de nous rattraper, là, à peu près 60 000 dépôts de bilan. Et en fait, 60 000 dépôts de bilan, c'est aussi 60 000 chefs d'entreprise. Et la difficulté, c'est qu'on fait beaucoup de choses pour les créateurs d'entreprises. On les accompagne, on les envoie chez les entreprendre, on les envoie au CJD. Voilà. Pour ceux qui déposent le bilan, eh bien, c'est une autre histoire. Et pourtant, ils ont besoin d'être accompagnés. Et chez 60 000 rebonds, donc on accompagne les entrepreneurs qui échouent, mais surtout, et c'est là l'intérêt de la BD d'aujourd'hui, c'est qu'on se dit que, en fait, l'échec a un pouvoir. C'est-à-dire qu'on va, en plus d'accompagner les chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan, on va les aider à rebondir. On va les aider à s'appuyer sur leur échec pour rebondir. Voilà. Et c'est donc celui qui est le président de tout ça, et bien c'est Philippe Fourquet, et je l'invite à venir recevoir son prix coup de cœur. Bien Philippe.
Prends le micro, Philippe. Prends un micro, un autre micro. Oui, parce que je parle beaucoup et j'aime bien garder le micro. Voilà. Alors, donc, je pense que tu vas parler mieux que moi de l'association. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et puis après, on parlera de ta BD. Mais parle-nous d'abord de 60 000 rebonds. Alors 60 000 rebonds, comme l'a dit très bien Olivier, 60 000 parce qu'il y avait en 2012 déjà, quand on a créé cette association, il y avait 60 000 défaillances d'entreprises en France. Et le constat avait été fait à l'époque, lors de cette création, qu'il n'y avait rien pour accompagner les dirigeants qui rencontraient cette situation, un triple traumatisme, un traumatisme financier, un traumatisme personnel et un traumatisme professionnel, puisqu'ils perdaient leur emploi. Et de ce fait-là, le fondateur de 60 000 rebonds avait eu l'idée de créer cette association pour accompagner ces dirigeants et leur permettre de rebondir, de révéler en fait leur talent. Parce que très souvent, quand ils arrivent chez 60 000 rebonds, comme on le disait tout à l'heure, c'est un énorme coup sur la tête qu'ils ont pris. C'est la perte souvent de leur bébé. Ils emploient cette expression du temps qui ont été consacrés à un projet qui malheureusement n'a pas abouti. Et souvent, ils considèrent que l'échec, c'est leur échec et que ce n'est pas l'échec de leur projet. Et donc nous, tout le travail que l'on fait chez 60 000 rebonds, quand on les accompagne, c'est de leur montrer que finalement, l'échec ne résume pas la personne. L'échec est quelque chose qui est arrivé, il y a une part de responsabilité, on les aide à prendre leur part de responsabilité dans ce qui s'est produit, mais il y a aussi une part de responsabilité de l'environnement. Et on va ainsi révéler par cet accompagnement et par les coachs professionnels qui les accompagnent, par les parrains et les marraines qui sont des chefs d'entreprise qui les accompagnent, on va révéler leurs talents et à un moment donné, les remettre sur leurs deux pieds, leur redonner l'envie d'entreprendre, de repartir sur un nouveau projet et de repartir certainement plus fort. Et rebondir. Et de rebondir, bien sûr. Et donc, cette BD. Alors, cette BD, quel est le lien entre l'accompagnement de 60 000 ? Tous les jours, on constate, par cet accompagnement des entrepreneurs, que l'échec, finalement, a un pouvoir extrêmement fort, dans la mesure où cet échec leur a permis, pas souvent de se recentrer, de faire un arrêt sur image, de mieux comprendre où ils en étaient dans leur parcours d'entrepreneur. Et par ce biais-là, ils repartent sur le nouveau projet par le rebond beaucoup plus fort qu'ils n'étaient avant. Mais on a voulu aller plus loin, et chez 60 000, on voulait aller plus loin que ça. On voulait contribuer à changer ce regard que porte la société sur l'échec. Parce qu'on s'aperçoit, et le fondateur de 60 000 rebonds l'avait bien identifié lorsqu'il était passé aux États-Unis, avant malheureusement de connaître la liquidation, le regard que jetaient les Américains sur l'échec n'était pas du tout le même que celui qu'on pouvait jeter en France sur cet échec. Et donc, d'où l'idée, dans 60 000 rebonds, de mettre une finalité importante pour soi, contribuer à changer le regard sur l'échec dans notre société. Et là, on sort du domaine entrepreneurial. Pourquoi ? Parce que ce regard qu'on porte sur l'échec entrepreneurial n'est que la résultante, si je peux me permettre, d'un processus de culture, d'enseignement qui conduit à cela. Et donc, on s'est dit, 15 entrepreneurs, un collectif de 15 entrepreneurs, et ce prix, c'est pas le prix de 60 000 rebonds, c'est le prix aussi de ces 15 entrepreneurs qui ont dit on est convaincu que c'est fondamental de changer ça aussi dans notre entreprise, de changer le regard, de permettre à nos collaborateurs d'avoir le devoir d'oser, d'avoir le devoir de prendre des initiatives, d'être intrapreneurs de leur vie, d'engager leur vie. Eh bien, on va faire quelque chose pour ça. Et ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont regardé ce qui était autour d'eux et à un moment, ils se sont dit la BD, c'est le meilleur moyen de communiquer, vous l'avez dit tout à l'heure et très bien, de communiquer au plus grand public, au plus grand nombre. Et donc, on s'est dit, on va faire ça, mais on ne savait pas faire une BD. Et là, heureusement, un alignement de planètes s'est produit. On a trouvé un scénariste, on a trouvé aussi un éditeur. Mais nous, on a fourni les 14 histoires de vie, 14 belles histoires de vie, pas que d'entrepreneurs, mais il y a des entrepreneurs, des gens connus, des gens moins connus, de façon à pouvoir s'identifier à cela. Et on va la diffuser, elle est tirée à 20 000 exemplaires, elle est complètement financée. On n'en fait pas pour 60 000 rebonds une affaire financière, si je puis dire. On va la diffuser dans les écoles, on va la diffuser auprès des lycéens, on va la diffuser dans les universités, on va la diffuser auprès des écoles de commerce pour faire comprendre que la vie d'un entrepreneur, elle est faite de haut et de bas, que quand on est face à des bas, par rapport à son leadership,
Le fait d'être en échec ne remet pas en cause son leadership. Vous parliez de leadership. Hein, ne met pas en cause son ego. Et qu'il faut savoir aussi, quand on est face à des bas, demander de l'aide. Et cette BD, elle va contribuer aussi à beaucoup de gens à oser entreprendre ou à contribuer à aller demander de l'aide quand ils en ont besoin. Voilà. Merci beaucoup. Désolé, Merci. j'étais un peu long peut-être. Je prends avancez un petit peu plus par là pour la place sur la lumière. Tiens, je prends. Voilà. Une très belle BD, vraiment des belles histoires de vie. Voilà. C'est une BD riche en émotions, là aussi, à mettre sous le sapin. Vraiment, une très belle BD à lire. Merci. Et donc, sans trop de surprise, nous allons commencer à parler de la troisième et dernière catégorie du prix du livre maintenant, la catégorie poil à gratter. Je vais appeler sur scène Mathieu à me rejoindre. Alors, Mathieu, je vous annonce, il ne le savait pas non plus et moi non plus, qu'on va essayer de faire un petit duo comique suffisamment long et imprévu pour permettre à une personne, presque, permettre à une personne, le lauréat, d'arriver. Il est dans le taxi, il arrive. S'il n'arrive pas, on a une capsule vidéo de notre lauréat. Mais donc, on va faire durer un chouïa pour se donner toutes les chances qu'il arrive. J'ai mon timer là-bas qui me dit ça va être bon, ça va le faire. Donc, on va introduire la catégorie. Et on va faire une petite danse s'il faut, tu es d'accord? Je peux chanter si on peut tu chanter, veux. on va faire quelque chose pour pouvoir avoir le lauréat avec nous. On peut peut-être envisager... à chaud. Alors, donc, on va prendre notre temps pour présenter cette troisième et dernière catégorie. moi, je me suis questionné pourquoi Oui. tu m'as demandé de présenter la catégorie poil à gratter. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, bah non, c'est à peu près évident parce que j'ai parlé beaucoup de livres pragmatiques, évidemment, que je lis autant de romans que de livres pragmatiques, de livres concrets, etc. Ouais. Donc, effectivement, j'ai toujours un peu ce contre-pied. Oui. Et au CJD, on est un peu connu pour ça. Donc, CJD, Centre des jeunes dirigeants, on est connu dans l'écosystème partenarial comme étant un peu le poil à gratter du patronat. Je vous donne quelques exemples. Ouais. T'as vu, je meuble, Vas-y, c'est bien, excellent, excellent. Vas-y, continue. On est connu depuis. Donc, on a été fondé en 1938 et depuis 1938, on a milité pour la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. On est un mouvement patronal, donc c'est assez inattendu. On a milité pour les 35 heures, donc le côté poil à gratter, on l'a. Et aujourd'hui, on vient un peu chatouiller certains syndicats patronaux sur leur terre en parlant de conditionnalité des aides aux entreprises. Donc, vaste sujet. Donc, je me suis dit que poil à gratter, c'est plutôt assez cohérent avec le CJD. Oui. Tout à fait. Et alors ça, c'est la raison, c'est cohérent de te proposer à toi, président du CJD, et c'est aussi cohérent par rapport à la sélection. Donc on va passer tout notre temps pour vous présenter cette sélection de 5 excellents livres. Donc un tract Gallimard, on va faire un petit sondage à main levée dans la salle qui a déjà lu un tract Gallimard. Ouais. C'est un super format, c'est court, c'est compact, c'est péchu, ça défrise la plupart du temps. C'est pour ça qu'on en a mis un dans Poil à gratter. Olivier Amand, Antidote au culte de la performance, donc sur la robustesse du vivant. Deuxième ouvrage, il y a un gros mot qui a été cité tout à l'heure, l'osium du peuple. Qui connaît la définition de osium dans la salle? Ah, il y a des gens cultivés ici, voilà. Bon, alors il y a un sous-titre, à la reconquête du temps libre. Dans le jury, justement, on s'est longuement disputé positivement. On a eu une dispute constructive parce que, effectivement, le temps, la seule ressource rare. Bon, donc c'est quoi le temps productif? C'est quoi le temps libre? Ça mérite vraiment une lecture. Voilà. Alors tous méritent une lecture. Tous méritent une lecture. Voilà. Celui-là est court en plus, donc j'essaye de vous le vendre. Ça a été un ouvrage court. Son auteur est dans la salle. Est-ce qu'il peut nous faire un petit coucou? Il est là. Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc, chaudement recommandé, l'osium du peuple. Troisième ouvrage, on n'a pas l'auteur avec nous puisqu'elle vit aux États-Unis. Donc c'était un petit peu compliqué. Elle a écrit Lire dangereusement. Excellent livre d'une auteure d'origine afghane, émigrée aux États-Unis. Dans certains pays, on ne peut même pas lire. On ne peut pas non plus écrire d'ailleurs. Enfin, la liberté de lire et d'écrire n'est pas gratuite. Et de lire quoi après? Et donc, elle fait une analyse du pouvoir et des pouvoirs totalitaires dans l'écrasement de la possibilité d'écrire et de lire. On l'a lu. On a beaucoup débattu dessus. Et l'association HLU étant une association apolitique et apartisane, on était gênés aux entournures quand même, mais c'est un excellent ouvrage.
Alors, je vous le dis, de toute façon, elle n'est pas là avec nous ce soir, mais ça mérite le détour. Pankaj Mishra, L'âge de la colère, une histoire du présent. L'âge de la colère a passionné 2 membres du jury. C'est un ouvrage épais, écrit par un auteur indien, très précis sur les inégalités sociales, les luttes politiques et plein d'autres choses encore. Et donc très actuel. Vous aimez les enjeux de société, les enjeux politiques, lisez donc L'âge de la colère. Et c'est épais. Ça va vous occuper toute la nuit avec du chocolat, du café, ce que vous voulez. Le dernier, L'heure des prédateurs par Giuliano da Empoli. Qui a lu Le Mage du Kremlin dans cette salle? Bon. Qui a déjà lu L'heure des prédateurs? Bon. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est excellent. C'est un auteur donc italien. Tu l'as lu. Qu'en as-tu pensé, Mathieu? Pour le coup, là, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Il apporte un éclairage du monde politique intéressant parce qu'il est dans les coulisses. Du pouvoir. Ouais, du pouvoir, bien sûr, et des enjeux aussi de pouvoir. Voilà, très simple d'accès. Ouais. J'essaie de pas trop orienter quand même. Non, tu ne vas pas orienter la décision. On a bien compris, parce qu'on était un jury à parité, donc on a voté démocratiquement. Hein, c'est très à la mode. L'heure des prédateurs, le propos, c'est une description de ce qu'on appelle les Borgiens, à partir de donc, Borgia, en référence à Borgia, et donc le pouvoir no limit. Et même plus exactement, le pouvoir caractérisé par le fait qu'il est no limit. Pas de limite éthique, pas de limite morale, pas de limite juridique, no limit. Donc la transgression comme le ressort du pouvoir, avec une sélection d'anecdotes vécues, illustrées, décrites par son auteur, qui sont extrêmement instructives sur ce qui est en train de se passer. Hein, donc on ne l'a pas mis dans Le Monde qui vient, on l'a mis dans Poil à gratter, parce que c'est déjà là, en fait. Donc... Voilà, ça vous donne un petit peu un kaléidoscope de ce qu'on a mis dans Poil à gratter. On a dans cette catégorie mis des choses qui sont peut-être pour certaines moins consensuelles, et d'ailleurs qui font débat. Par exemple, robustesse, le premier, la notion de robustesse dans le monde économique fait débat. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu veux commenter un petit peu le premier, du coup, le tract? Ouais, je peux, oui. Non, mais alors pour le coup, sur la robustesse, j'ai aucun problème à commenter. Au CJD, on est convaincu que la performance économique a du sens seulement si elle est au service de la performance sociale, sociétale et environnementale. Je ne suis pas là pour faire la pub du CJD. Par contre, j'ai rien à vendre, j'ai pas d'adhésion à vendre en l'occurrence. Mais c'est important que vous compreniez un peu la position du CJD et pourquoi ce genre d'ouvrage nous intéresse. Le monde économique fonctionne depuis le début de l'ère industrielle à peu près de la même façon. Donc un monde capitaliste en quête de performance, en quête de résultats économiques, en quête de croissance. Et manifestement, ça ne fonctionne plus tout à fait, tout ça. Il y a quand même de gros changements de paradigme actuels, ils ont été un peu cités. Et peut-être que la robustesse est une autre façon d'envisager les choses aujourd'hui. On a au cœur de notre projet de mandat cette notion de transformation des modèles d'entreprise. Et aujourd'hui, on n'a pas de doute qu'il va falloir les transformer sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan économique. Et la robustesse peut être une des façons d'imaginer ou d'envisager l'entreprise aujourd'hui. Donc... En tout cas, ça te paraît lisible par des membres du CJD? Ça me paraît lisible parce que déjà c'est court. Voilà, il n'y a pas la réponse habituelle, on n'a pas le temps. C'est simple d'accès. Et ouais, ça paraît lisible et ça permet un pas de côté en lien direct avec le monde de l'entreprise. Merci. Alors, donc, notre lauréat étant dans le taxi, on avait quand même prévu le plan B. On était informé qu'il y avait une grosse contrainte avant et qu'il fait au mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'enveloppe lauréat. On va l'annoncer, on va projeter une capsule vidéo de lauréat et il va arriver, comme par magie, pour recevoir son trophée. Ça vous va? On fait ça? Allez, on fait ça, c'est parti. Vas-y, alors donc, roulement de tambour, vas-y, je vais te tenir le micro. Voilà. Vas-y. Et le lauréat du prix Poil à gratter est Olivier Amand, antidote culte de la performance. Alors, c'est là qu'on est super bon en régie et que donc on va projeter une capsule de Olivier qui va nous raconter qu'est-ce qu'il a mis dans ce tract, en fait. Et il va nous le dire ensuite en vrai autour du cocktail aussi.
Je m'appelle Olivier Amand, je suis chercheur, biologiste, je travaille sur le développement des plantes et j'ai aussi une autre activité en tant que directeur de l'Institut Michel Serres qui s'intéresse à la relation de l'humanité à la nature. Alors, est-ce que vous pouvez présenter votre livre et nous expliquer pourquoi vous avez choisi de l'écrire? Alors, Antidote au culte de la performance, je l'ai écrit comme un texte d'intervention. En fait, on est dans un moment où on réalise que tout craque de tous les côtés, sur le plan géopolitique, social, économique, écologique. Et ben ça, c'est un monde suroptimisé qui devient très fragile. En fait, qu'elle est trop loin dans la performance. Et donc, pourquoi j'ai écrit ce bouquin, en fait, c'est pour réaliser le compromis entre robustesse et performance. C'est pour faire rentrer cette idée dans la culture commune. Pour aller plus en détail, quel message avez-vous voulu passer? Alors le message principal, c'est qu'il faut comprendre qu'on est rentré dans le monde fluctuant. On n'est plus dans un monde stable, abondant en ressources, le monde du pétrole, pour le dire rapidement. On est rentré dans le monde des pénuries chroniques de ressources. Alors il y en a eu plein, parfois anecdotiques, pénurie de moutarde en 2022 par exemple. Voilà. Donc il y a des ruptures dans la logistique, il y a des ruptures écologiques, les méga-feux, les méga-inondations, etc. Donc on rentre dans ce monde de plus en plus fluctuant. Et dans un monde fluctuant, on ne s'organise pas tout à fait pareil, même pas du tout pareil que dans un monde stable. Nous, ce qui a été notre compas jusqu'à présent, ça a été la performance, l'efficacité, l'efficience. Chaque fois qu'il y avait une crise, on augmentait les performances. Et quand on fait ça, en fait, on prépare la crise suivante, parce qu'on épuise les ressources. On fait un burn-out humain et un burn-out planétaire. Donc la robustesse, donc maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations, eh ben, on fait ça dans un monde fluctuant. Et comment on fait pour être robuste? En allant contre la performance, en étant moins efficace, moins efficient, en prenant des marges de manœuvre du jeu dans les rouages. Et ben, ce que nous disent les êtres vivants, c'est qu'ils sont robustes avant d'être performants. Ben, ça, c'est une leçon essentielle pour nos organisations. Selon vous, que faut-il en retenir d'utile si l'on est dirigeant? Alors, quand on est dirigeant, en fait, c'est un moment assez incroyable, c'est un boulevard en fait. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. On est en train de changer de civilisation. Même, je dis qu'on arrive à la fin du néolithique. Le néolithique, c'est quand les humains voulaient contrôler la nature, donc l'agriculture, la domestication, la sédentarisation. Et puis ça s'est jamais arrêté, ce monde-là. On a toujours voulu contrôler la nature. Et là, on a perdu le contrôle. Donc toujours pareil, les méga-feux, les méga-inondations, les remous sociaux, les crises géopolitiques. Donc dans un monde où on a perdu le contrôle, on ne fait plus du tout les mêmes choses. Et donc quand on est dirigeant, la première chose à faire, c'est de presque de voir la performance d'abord comme un problème. Parce que quand on augmente les performances, on va se fragiliser. Et donc si on veut diriger une structure, une organisation, et donc l'enrobuster dans un monde de plus en plus fluctuant, on ne va pas du tout utiliser les mêmes outils. Donc par exemple, on va prendre beaucoup plus de distance avec les KPI, les Key Performance Indicators, ça c'est de l'ancien monde, l'idéologie du monde stable. On va plutôt utiliser des outils dynamiques, par exemple le stress test. Un stress test, c'est on fait fluctuer son système et on voit si ça tient. Donc son entreprise, son territoire, son association, ça pour n'importe quelle organisation. On la secoue, donc par exemple le pétrole est 2 fois plus cher l'année prochaine, il y a une coupure internet pendant 6 mois, enfin ce genre de fluctuation, et on voit quelle marge de manœuvre on doit mettre en place pour enrobuster l'organisation. Et on va voir que ça passe par du lien social, par du lien à l'écologie du territoire, à la biodiversité du territoire, aux associations du coin, enfin tout un tissu. Cette idée du stress test, c'est un outil très pratique pour le dirigeant pour basculer de l'idéologie du monde stable vers le monde fluctuant. Et peut-être un autre outil, c'est sur la posture. Un dirigeant qui est dans le monde stable, ça va plutôt être un meneur, une meneuse qui va dire « je veux et je sais comment faire », donc qui est une posture très excluante. Dans le monde fluctuant, dans le monde de la robustesse, le décideur, c'est plutôt un facilitateur, une facilitatrice qui dit « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». Donc plutôt créer un espace de coopération émergent. Et donc encore une fois, le monde qui vient est beaucoup plus joyeux que le monde qu'on quitte. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. Donc je vais proposer à Mathieu de continuer la petite danse 2 minutes puisque le taxi est en train d'arriver et donc nous allons pouvoir lui remettre son trophée. Ce tract Gallimard qui est court, facile à lire et utile, comment tu imaginerais le déployer au sein du CJD? Alors c'est pas comment j'imaginerais, c'est comment on le déploie parce que coïncidence, quand on a commencé nous à travailler sur le thème de robustesse, je ne savais pas que je me retrouverais un jour ici en train d'en parler.
on a vraiment travaillé sur ce sujet au sein de notre COMEX, au sein du conseil d'administration du CJD. Il a été distribué à tous les membres du conseil d'administration pour qu'ils s'imprègnent du sujet. Un exemple... L'un des exemples, d'ailleurs on a des membres qui sont ici, on en parle le 5 décembre, on a un gros événement au CJD pour parler entre autres de robustesse et de tout ce qui va servir à la transformation des modèles d'entreprise. Un autre exemple, c'est demain à Lyon, le CJD Rhône-Alpes inaugure un propulseur d'entreprise, on va appeler ça comme ça, CJD Propulsion à Lyon, et la robustesse est au cœur du projet de CJD Propulsion, donc on ne peut pas appeler ça un incubateur, mais en tout cas, c'est pour regrouper des entreprises, pour me mettre tout de suite sur les bons rails. Les rails où nous, dirigeants d'entreprises qui existent, on va devoir transformer nos modèles. Et ça peut être lourd parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Et l'idée à Propulsion Lyon, c'est de les prendre un peu plus tôt dans leur parcours pour les engager tout de suite sur les chemins de robustesse. Donc, ce n'est pas du virtuel, on est en plein dedans. On annonce 19 mesures le 5 décembre à Paris. Demain, on lance une sorte d'incubateur, un regroupement d'entreprises qui seront sur ces sujets de robustesse, où la robustesse sera au cœur. Donc c'est loin d'être purement virtuel. Merci d'applaudir Olivier, qui vient récupérer son trophée. Tiens, je te file le trophée. Bonsoir Olivier. Donc... On va la refaire, il y a eu la musique et tout. Olivier, nous sommes absolument ravis, on a meublé jusqu'à maintenant. On est absolument ravis de vous remettre le prix du livre, le prix Poil à gratter pour votre livre, Antidote au culte de la performance. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un honneur. En plus, le poil à gratter me parle beaucoup. C'est encore du vivant qui nous rend vivants. C'est des fluctuations. Ça teste notre robustesse. Donc, merci beaucoup. Moi, j'ai quand même une question parce que depuis tout à l'heure, on meuble. Je parle de performance. Et du coup, alors je connais bien votre propos sur la robustesse, la performance. Mais est-ce que fondamentalement, vous êtes opposé à la performance? C'est une question piège. Alors non, je ne suis pas opposé à la performance. Il faut juste la mettre à bonne dose. Il faut une petite dose de performance et une grande dose de robustesse. La robustesse autorise des moments de performance. Voilà, on peut le dire comme ça. Okay. Parce que le terme, en fait, il peut sous-entendre tout un tas de choses. Alors, je vais redire ce qui a été dit, désolé, c'était prévu maintenant. Au CJD, on parle de performance globale, donc où la performance économique est au service de la performance sociale, sociétale, environnementale. Est-ce que c'est de cette performance dont vous parlez ? Alors, la performance, moi, c'est vraiment la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, c'est ce que je viens de faire pour arriver jusqu'ici. Et donc, ça, c'est la définition. C'est pas très robuste, c'est ça? Non, c'est pas très robuste, exactement. Je peux pas faire ça très longtemps. En plus, je suis pas très sportif, donc ça ne marchera pas très longtemps. Mais la performance globale, c'est un sas de décompression vers la robustesse. C'est que quand on fait de la performance globale, donc performance sociale, écologique, économique, etc., et ben on se rend compte que toutes ces performances sont en contradiction les unes avec les autres. C'est très compliqué de trouver un compromis. Et donc, on doit prendre des marges de manœuvre un peu partout. Et ben ça s'appelle de la robustesse. Donc, c'est principalement l'idée de prendre des marges de manœuvre et de créer un peu des espaces de discussion, de débat, pour être moins dans la course permanente et ralentir un peu, c'est ça? Exactement. En fait, c'est réaliser que quand on est dans la performance, ça veut dire que notre filet de sécurité, il est ailleurs. La performance, ça marche si on est dans un monde stable, abondant en ressources. Là, on peut se permettre de faire de la performance parce que notre filet de sécurité, c'est l'abondance des ressources. Dans un monde fluctuant, empeignant et chronique de ressources, ça ne marche plus. On n'a plus le filet de sécurité. Donc, on bascule de l'abondance matérielle à l'abondance des interactions. Pour interagir, il faut ralentir. Alors, ça fait une transition excellente. Merci à tous deux. Je vous propose d'avancer pour la photo trophée parce qu'on parlait d'interaction et de se faire des amis d'ailleurs au début. Donc pendant qu'on fait les belles photos et qu'on leur dit bravo, voilà, et qu'on dit bravo à Olivier pour cette belle production. Je vais donc pouvoir commencer à vous annoncer la partie totalement festive de la soirée qui vient juste derrière. C'est que nous allons faire sur cette scène la photo des lauréats avec le comité et le jury. Et pour les participants qui sont dans la salle, vous pouvez sans tarder vous précipiter à l'espace cocktail pour manger et boire, dépasser l'espace cocktail pour aller dans la librairie temporaire tenue par la rue de l'Échiquier et vous faire dédicacer des magnifiques ouvrages par leurs auteurs sur les tables dédicaces. Voilà. Un grand merci à tous pour cette soirée ensemble. Merci.